de la recherche d'emploi au Canada, dans l'absolu et aussi dans le contexte actuel, c'est-à-dire une recherche à distance depuis la France ou la Belgique. Je vais aussi vous parler des difficultés que vous allez peut-être rencontrer pendant cette recherche d'emploi. L'idée de la webconférence, c'est de vous donner un maximum d'informations, mais de pas non plus vous donner trop d'espoir ou vous décourager. Je vais essayer d'être assez nuancée dans mes propos en vous donnant un maximum de conseils pour que vous puissiez au moins tenter votre chance et voir si ça fonctionne pour vous. Pendant la webconférence, vous pourrez poser des questions et on terminera par une session de questions-réponses. J'essaierai de répondre au maximum aux questions que vous nous posez, en sachant que je ne sais pas tout. Donc, notamment si vous avez des questions sur un domaine précis, est-ce que ça recrute dans tel ou tel domaine, il est possible que je n'ai pas l'information. Donc, vous pouvez toujours tenter de me poser des questions et j'essaierai de répondre en priorité à celles qui peuvent renseigner un petit peu tout le monde et surtout celles dont j'ai la réponse, évidemment. Voilà. Bonjour tout le monde, ça va, vous m'entendez bien? Pour ceux qui laissent des messages. Je pense que oui. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer, les 19h01. On va y aller et de toute façon, si jamais vous devez partir un petit peu plus tôt que la fin de la webconférence, sachez qu'elle sera disponible toujours demain sur notre page Facebook. Demain et après-demain évidemment. Alors, on va commencer par la base, c'est-à-dire rappeler qui peut partir au Canada aujourd'hui dans le cadre du PVT. Il faut aujourd'hui, si vous avez un PVT, ce n'est pas la seule condition qui vous permet de partir au Canada, vous devez disposer d'une offre d'emploi pour partir. En fait, il y a deux types de PVTistes qui peuvent partir. Soit vous avez obtenu un PVT l'année dernière, vous êtes allé le valider, disons à la fin de l'année 2019 ou au début de l'année 2020, et vous êtes rentré en France un petit peu avant ou pendant la crise sanitaire du Covid-19 et vous souhaitez aujourd'hui retourner au Canada. Ça, c'est tout à fait possible à la condition que vous soyez établi sur place. C'est-à-dire que vous ayez un logement, un NAS, un numéro de téléphone, un compte bancaire, etc. Si vous pouvez prouver aux agents d'immigration que vous êtes établi au Canada, vous pouvez normalement repartir. L'autre cas de figure, c'est les PVTistes qui ont obtenu une lettre d'introduction et qui ont trouvé un employeur qui veut les embaucher à distance, enfin qui veut leur permettre de partir au Canada aujourd'hui. Ça, c'est les seules personnes qui peuvent partir au Canada, en tout cas jusqu'au 31 août au minimum, puisqu'on a appris il y a 2-3 jours que les frontières canadiennes étaient fermées aux visiteurs lambda jusqu'au 31 août au moins. Ça veut dire que si ça s'arrête au 31 août, dès le 1er septembre, vous pourrez tous partir avec vos PVT. Par contre, si c'est prolongé encore pendant plusieurs semaines, vous allez là aussi devoir trouver un employeur qui veut vous embaucher pour partir au Canada. C'est vraiment la condition sine qua non. Donc vous devez disposer d'une offre d'emploi pour un emploi rémunéré. On a beaucoup de questions sur est-ce que je peux faire du bénévolat ou du volontariat. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas ça la condition qui est donnée par le Canada. Vous devez non seulement être rémunéré, mais en plus de ça, être rémunéré pendant vos 14 jours d'isolement au début du séjour. Quand vous arrivez au Canada, vous avez l'obligation de vous mettre en quarantaine, ou en quatorzaine plutôt, en quatorzaine très stricte. Vous ne pouvez pas du tout sortir de chez vous, même pour faire vos courses, etc. Et là, l'employeur doit vous rémunérer pendant cette période. Voilà. Je vais revenir un petit peu après, puisque je vais parler un peu des difficultés que vous allez peut-être rencontrer, et ça en fait partie. Vous devez également avoir un plan de confinement strict quand vous décidez de partir au Canada. Vous devez avoir un logement, vous devez expliquer un petit peu comment vous pensez vous organiser pendant les 14 premiers jours. Il faut que vous montriez que vous êtes au courant de cette mesure qui est imposée par le Canada aujourd'hui, en sachant que c'est vraiment strict. Il peut y avoir des contrôles à domicile et des amendes assez élevées ou des sanctions de prison carrément si vous n'êtes pas chez vous. Vous devez, comme d'habitude, disposer d'au moins 2500 dollars canadiens d'économie sur votre compte. Pour le prouver, vous devez avoir un relevé de compte de moins d'une semaine qui prouve que vous avez cette somme ou l'équivalent en euros. J'ai regardé tout à l'heure, ça fait environ 1600 euros. Honnêtement, c'est pas assez du tout. Dans un PVT Canada normal, déjà 1600 euros, c'est pas beaucoup. Mais dans la situation actuelle, honnêtement, on vous recommande de partir quand même avec plus d'argent. On ne sait jamais ce qui peut se passer, si vous avez du mal à vous loger, etc. Vous devez également disposer d'une assurance PVT pour la durée de votre séjour. Ça aussi, c'est classique, hein, ils le demandent toujours, mais apparemment, les contrôles sont un petit peu plus scrupuleux maintenant, puisque le Canada veut s'assurer que vous serez bien couvert
si jamais vous êtes atteint du Covid dans les prochaines semaines. À noter qu'il y a plusieurs assurances qui existent, hein. Il faut compter environ 350 € l'année et un peu plus de 700 € pour les 2 ans. Et pour ceux qui iraient au Québec ou en Ontario, sachez que via PVTist, si vous ouvrez votre compte en banque chez Desjardins, vous avez 1 mois d'assurance Globe PVT qui vous est offert. Voilà, c'est un partenariat qui a été fait entre les trois qui peut vous permettre de faire une économie d'environ 30 €. Vous devez également disposer d'un billet d'avion retour ou si vous préférez partir avec un aller simple, vous pouvez partir avec 2 500 $ plus des économies qui vous permettront d'acheter votre billet d'avion plus tard. Je voudrais faire quelques petites précisions sur le type d'emploi que vous devez occuper dans le cadre de ces PVT un peu spéciaux en ce moment. Vous ne pouvez pas travailler en tant que travailleur autonome. Par exemple, si vous êtes journaliste ou si vous êtes, je ne sais pas, ingénieur du son par exemple, et que vous avez l'intention de travailler pour plein d'employeurs différents, ce n'est pas possible actuellement. Il faut que vous ayez un employeur bien précis qui vous propose, qui vous rédige une promesse d'embauche et vous ne pourrez travailler que pour lui, en tout cas en arrivant. Ensuite, si vous n'avez pas de travail dans les prochaines semaines, parce que malgré tous les conseils que je vais vous donner ce soir, vous n'avez pas de réponse positive d'un employeur, sachez que vous pouvez faire prolonger la date de validité de votre lettre d'introduction si elle arrive à expiration. Par exemple, si vous avez obtenu votre PVT en août 2019, là, votre lettre d'introduction va expirer. Les autorités canadiennes prévoient un formulaire dédié que vous pouvez utiliser pour demander une extension de 3 mois de votre lettre d'introduction. Si votre extension de 3 mois arrive à expiration elle aussi, vous pourrez demander une deuxième extension de votre lettre d'introduction et on commence à avoir des questions sur une possible 3e extension. Ça, pour le coup, on n'a pas d'informations officielles puisque les autorités canadiennes n'ont pas encore communiqué, mais on suppose que peut-être une 3e extension sera possible si le Canada ne rouvre pas ses frontières prochainement, ce qu'on ne vous souhaite pas évidemment puisqu'on sait que vous êtes tous assez pressés de partir. Alors, je vais commencer par le négatif, vous m'excusez, je vous invite quand même à écouter ensuite le reste de la présentation, mais c'est important pour moi de vous parler quand même des difficultés que vous allez pouvoir rencontrer en cherchant du travail depuis la France ou la Belgique. Tout d'abord, dû à la situation liée au Covid, il y a un chômage qui est quand même assez fort au Canada aujourd'hui. Il a bondi à plus de 13% dès le mois d'avril et de mai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au Canada, il y a énormément de Canadiens eux-mêmes qui sont sur le marché du travail. Donc forcément, vous n'allez pas, comment dire, si vous n'êtes pas dans un domaine qui recrute énormément ou qui a du mal à recruter tout simplement, vous risquez d'être une personne parmi beaucoup d'autres qui recherchent du travail. Deuxièmement, ça on ne peut pas en être certain, mais il est possible qu'au moment où les entreprises vont réembaucher des gens, qu'elles donnent peut-être la priorité aux Canadiens ou aux PVTistes qui sont déjà sur place, ou aux étudiants qui recherchent un emploi, etc. parce qu'ils sont déjà sur place avec tous les avantages que ça peut avoir pour un employeur. Vous n'avez pas d'expérience canadienne si vous êtes toujours en France ou en Belgique et que vous n'avez jamais vécu au Canada. Et ça, on vous le dit assez souvent sur PVTist. Au Canada, les employeurs, ils aiment bien voir que vous avez déjà une première expérience locale. Que ce soit pour un petit boulot ou un boulot qualifié dans votre domaine ou non, peu importe en fait. Le fait d'avoir déjà travaillé pour une entreprise canadienne, ça montre que vous connaissez un peu le marché du travail local, que vous avez une première expérience sur place, que vous avez a priori bien travaillé. En tout cas, l'employeur va contacter votre précédent employeur pour savoir si vous étiez à l'heure, si vous étiez dynamique, efficace, etc. Donc voilà, c'est pas impossible de trouver du travail en n'ayant pas cette expérience canadienne, cette première expérience canadienne, mais ça peut un petit peu compliquer les choses. Ensuite, vous n'avez pas la possibilité de passer des entretiens en physique. Bien évidemment, aujourd'hui, avec WhatsApp, avec Skype ou avec FaceTime par exemple, vous avez la possibilité de passer un entretien à distance, mais il est possible quand même que les employeurs préfèrent voir les candidats en personne. Donc voilà, je liste un peu les difficultés. Ça ne veut pas dire que l'employeur que vous allez contacter va cocher toutes ces cases et vraiment sera désespéré de recevoir votre candidature. Pas du tout. C'est juste pour vous sensibiliser un peu au questionnement d'un employeur. Ensuite, vous n'êtes pas directement sur place pour commencer immédiatement. Parfois, il arrive qu'un employeur vous dise que le poste est à pourvoir dans 2 jours, notamment pour les emplois dans le tourisme, dans la restauration, etc. Donc, ça peut être un défaut puisqu'il va devoir vous rédiger une promesse d'embauche. Vous allez devoir ensuite acheter votre billet d'avion, préparer un minimum votre départ et ensuite arriver au Canada et être pendant 14 jours en isolement. Donc, si c'est un emploi qui permet de faire du télétravail, à la limite, c'est pas vraiment gênant. Par contre, si c'est un emploi en restauration,
voilà, l'employeur va devoir encore attendre 2 semaines supplémentaires avant que vous puissiez commencer à travailler. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. L'une des choses importantes aussi que vous devez avoir à l'esprit, c'est que les employeurs canadiens, ce ne sont pas des agents en immigration, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas forcément toutes les petites subtilités des différents permis de travail. Sans doute qu'ils connaissent le PVT, vous êtes un public assez connu au Canada et notamment au Québec, mais peut-être qu'ils ne connaissent pas vraiment tous les petits détails. C'est-à-dire qu'un employeur peut imaginer qu'il va avoir des démarches à faire pour vous embaucher, ou alors qu'il va s'engager avec vous s'il vous fait une promesse d'embauche et qu'il ne pourra plus après vous virer si jamais ça ne se passe pas bien, etc. Donc ça peut être important dans l'email que vous allez lui envoyer, de lui préciser que le PVT c'est un permis de travail ouvert. Ça veut dire que vous pouvez travailler pour n'importe qui et que pour commencer à travailler, l'employeur n'a rien à faire. Vraiment, vous pouvez arriver et commencer du jour au lendemain. Ça, s'il ne le sait pas, probablement qu'en lisant votre email, il va être un petit peu rassuré. Voilà. Autre point négatif, en étant en France ou en Belgique, si vous n'avez jamais vécu au Canada, peut-être que vous n'avez pas ou peu de réseau. Et le réseau au Canada, c'est vraiment très important. Peut-être que vous avez déjà commencé à vous renseigner sur le sujet. Si ce n'est pas le cas, il faut savoir qu'au Canada, il y a un marché du travail caché qui représente environ 70 ou 80% des offres d'emploi. Quand on dit marché du travail caché, ça veut dire que ces offres, elles ne sont pas sur Internet. Là où vous allez, vous, principalement chercher. Ça va être en interne, ça va être au réseau, je connais quelqu'un qui pourrait être bien pour ce poste, etc. Ou alors, ça va être des offres proposées peut-être sur des forums d'emploi qui sont proposés à tel ou tel endroit. Donc, vous, en étant à distance, vous allez voir uniquement 20 à 30% des offres. Donc, si vous voulez avoir accès à plus d'offres, il va falloir que vous activiez votre réseau. Je vais y revenir un petit peu plus tard. L'obligation d'être rémunéré pendant les 14 jours, je vous l'ai dit juste avant, peut poser problème, notamment si vous n'êtes pas en mesure de faire du télétravail, puisque ça veut dire que l'employeur va devoir vous payer à rien faire. Voilà, ça c'est un des derniers points qui peut être un petit peu compliqué. La chose qu'on voulait vous préciser quand même en introduction de cette présentation, c'est que c'est pas parce que vous cherchez un travail et c'est pas parce que vous êtes un petit peu peut-être désespéré de partir qu'il faut accepter n'importe quel travail à n'importe quel tarif. On a eu des gens quand même qui ont eu des offres d'emploi à des salaires qui étaient bien trop bas. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que l'employeur respecte déjà le salaire minimum de la province dans laquelle vous voulez être, mais aussi qu'il respecte un petit peu le salaire moyen qui est pratiqué dans votre profession. Voilà, n'acceptez pas les yeux fermés, disons. Voilà. Ensuite, pour trouver du travail, et j'aimerais préciser quelque chose juste avant ça, on n'a pas de durée d'emploi minimum qui vous permettent d'entrer au Canada à coup sûr. Mais ce qu'on a cru comprendre, c'est qu'un emploi qui durait 2-3 semaines, ça ne convient pas. Voilà, je ne peux pas vous dire s'il faut forcément un emploi qui dure au moins 1 mois, au moins 2 mois ou plus. Mais peut-être que si l'employeur est d'accord pour le faire, ça peut être intéressant qu'il mette directement plusieurs mois pour que ce soit sûr que ça passe à l'immigration, pour que vous puissiez partir tranquillement. Alors pour trouver du travail, la première chose au Canada, c'est le CV. Et la première chose que je voulais vous dire, c'était que le format A4 au Canada, ça n'existe pas. Quand vous allez enregistrer votre CV sur Word, par exemple, faites bien attention à l'enregistrer sous le format lettre ou letter, si vous avez un Word en anglais. Parce que si vous le faites en A4 et que l'employeur imprime votre CV, ça va être découpé, ce ne sera pas le bon format et il va tout de suite comprendre que vous ne vous êtes pas renseigné sur les codes du pays. Donc attention au format dans un premier temps. Ensuite, je pense que ça vaut pour partout dans le monde aujourd'hui, mais notamment au Canada, votre CV va être parcouru en 15-20 secondes. Ça va très vite. Et parfois même, quand il s'agit d'agences de placement, d'agences d'intérim, parfois même les CV passent dans pas des machines, mais en tout cas des outils qui vont analyser directement les mots-clés de votre CV et qui va sélectionner les seuls CV qui ont les bons mots-clés pour l'offre d'emploi. Donc c'est vraiment important de ne pas faire son CV trop rapidement et de bien faire attention au code du pays et aux mots-clés qu'on va utiliser pour être sûr déjà que notre CV soit un petit peu lu plus attentivement. Si vous allez au Québec, rédigez un CV en français. Si vous allez en dehors du Québec, rédigez votre CV en anglais. Sauf bien sûr, ça peut être l'inverse si c'est précisé dans l'offre. Si vous êtes à Montréal, si vous voulez aller à Montréal et que l'offre est toute en anglais, peut-être que c'est mieux de faire le CV en anglais. Si vous allez au Nouveau-Brunswick, qui est la seule province bilingue du pays et que l'offre est toute en français, éventuellement vous pourriez envoyer votre CV en français. Mais généralement le code c'est ça, en français au Québec, en anglais ailleurs. Vous devez éviter toutes les informations discriminatoires, à commencer par votre âge,
votre nationalité, si vous êtes marié ou si vous avez des enfants, et également votre photo. Tout ça, ça n'a pas sa place sur un CV canadien, je dirais même nord-américain, parce que donc c'est discriminatoire et que un employeur canadien veut vous juger uniquement sur vos compétences, votre expérience, vos savoir-faire, vos savoir-être, etc. et non pas sur des critères un petit peu subjectifs comme cela. Ensuite, si c'est pertinent pour votre emploi, il va être important de vous appuyer sur des chiffres. Il y a plein d'emplois où c'est pas du tout pertinent, mais il y en a d'autres, ça peut être intéressant de le faire. Si vous avez managé une équipe de X personnes, si vous avez augmenté le chiffre d'affaires de 20%, si vous avez décroché un contrat d'1 million d'euros, voilà, ce genre de choses, c'est important de le mettre sur votre CV parce que c'est parlant. Par contre, je viens de vous dire 1 million d'euros, mais en fait, il faut le convertir en dollars canadiens pour que ce soit parlant là aussi pour l'employeur canadien. Ensuite, en termes de format, je vous l'ai dit, c'est au format lettre, mais votre CV va généralement faire une page au Canada. Il peut éventuellement faire 2 pages si vous avez beaucoup de choses à dire. Ce qui va être intéressant aussi, c'est d'utiliser le site Guichet Emploi, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. C'est un site internet du gouvernement du Canada qui est vraiment indispensable selon moi quand on recherche du travail au Canada. Je vais y revenir. Pensez à utiliser des verbes d'action et ne rabaissez aucune de vos tâches. Ça m'est arrivé sur des salons de voir des gens qui partent en PVT et qui, pour des petits boulots en tout cas, vont vraiment soit pas du tout donner leurs tâches, juste une ligne avec le poste, soit vont un petit peu se dénigrer dans les tâches ou en tout cas pas mettre en avant des choses. Sachez que tout ce que vous avez fait, ça peut être mis en avant, c'est-à-dire que je ne sais pas moi, si vous avez fait un boulot par exemple au McDo, vous avez dû gérer du service à la clientèle, ce qui est très très important au Canada, parce que c'est le pays du service à la clientèle, le client est bien traité au Canada. Vous avez travaillé dans un environnement speed où il fallait être réactif, travailler en équipe. Voilà, il y a beaucoup de choses et je dénigre pas du tout le travail chez McDo, c'est vraiment ce qui m'est venu en premier. Voilà, tous les boulots que vous pouvez avoir fait, vous pouvez mettre en avant des compétences professionnelles et humaines. Donc vraiment, listez bien ça avec des verbes d'action. Vous étiez en charge de choses, montrez-le. Voilà. Évitez les acronymes, tout ce qui est SNCF et autres acronymes que nous on connaît très bien en France ou également en Belgique. Ça veut sans doute rien dire pour un employeur canadien et lui il n'a pas envie de chercher sur internet ce que veut dire cet acronyme. Donc soyez toujours assez transparent dans vos termes. De même que si vous vous appuyez sur le fait que vous étiez dans une école qui est connue en France ou en Belgique, ne basez pas tout dessus déjà. Parce qu'au Canada, les écoles, les grandes écoles, ça intéresse quand même moins les employeurs. On est beaucoup moins sur ah, vous avez fait telle école, c'est bien, mais on est plutôt sur ah, vous savez faire ça et vous avez fait ça, ça m'intéresse. Donc déjà, basez pas tout dessus et partez pas du principe qu'un employeur canadien connaît votre école parce qu'elle est quand même assez connue en Europe, par exemple. Voilà. De toute façon, vos études vont vraiment à la fin de votre CV. Au Canada, on va mettre en avant ses compétences, ensuite son expérience avec tout ce qu'on a fait et ce qu'on sait faire, et ensuite on va parler de ses études parce que c'est moins important en fait. Évidemment, sa formation c'est important, mais ce qu'on en a fait ensuite, c'est beaucoup plus important pour un employeur canadien. Voilà. Si on doit résumer le CV canadien, c'est qu'il faut se vendre, mais pas se vanter. Voilà, se vendre parce qu'il faut quand même dire qu'on va être un super atout pour l'entreprise, qu'avec nous ça va encore mieux fonctionner qu'avant, etc., qu'on a plein de qualités. Par contre, il ne faut pas tomber dans la vantardise parce que d'une part, je pense qu'il n'y a aucun employeur qui apprécie un candidat vantard, mais en plus de ça, il se trouve qu'au Canada, parfois, les Français, pas tous bien sûr, peuvent avoir un petit peu l'image d'être un peu prétentieux. Ils ont fait telle école, ils vont pas se rabaisser à faire un petit boulot, etc. Il faut faire attention à ne pas tomber sur cette image du maudit français un peu prétentieux. Donc dans votre CV, voyez, voilà, soyez subtil. C'est tout ce que je peux vous conseiller. N'hésitez pas à vous faire relire, bien vérifier qu'il n'y a pas de faute, que la présentation est claire. Un CV canadien quand même se doit d'être lisible. Évitez trop de fioritures, trop d'originalité. Le plus simple, c'est le mieux, grosso modo. Voilà. Sur pvtis.net, on a une série de 5 ou 6 articles qui ont été rédigés par Danielle Starassi, qui est une experte en employabilité au Québec et qui vous donne vraiment beaucoup d'informations, notamment sur le CV. Ça s'appelle Comment rédiger un CV efficace au Canada. Vous pourrez le retrouver sur pvtis.net. Ensuite, concernant la lettre de présentation, c'est le nom qu'on donne au Canada à la lettre de motivation. En gros, vous allez devoir aborder 3 points. Le premier, c'est qui vous êtes.
présentez-vous. Ensuite, vos atouts, ce que vous savez faire, ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, ce que vous valez. Et enfin, votre objectif, ce que vous voulez, pourquoi vous intégrez cette entreprise, etc. Il ne faut pas que votre lettre de présentation soit simplement une répétition de ce qu'il y a sur votre CV. Vous allez là aussi utiliser des verbes d'action, vous avez accompli des choses, vous avez réalisé des choses. Favorisez plutôt ces verbes-là, plutôt que des verbes comme je pense ou je crois. Vraiment, vous montrer ce que vous avez accompli. N'hésitez pas à ajouter des exemples précis. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que votre CV et votre lettre de présentation se complètent. C'est vraiment ça, une candidature idéale. Là aussi, format lettre et non format A4. Et pour la lettre de présentation, là aussi, on a un article qui est dédié et qui vous donnera beaucoup plus d'informations que ce que je suis en train de vous dire. Autre chose, au Canada, les employeurs ont tendance à vous demander 3 références, en tout cas des références d'anciens employeurs. Le top du top, c'est quand c'est des employeurs qui sont canadiens, mais si vous êtes en France et en Belgique et que vous n'avez jamais vécu au Canada, on se contentera de références françaises ou belges. Il faut savoir que ces références, elles peuvent vraiment faire la différence. Moi, quand j'étais en PVT au Canada, j'ai eu une agence de placement, une agence d'intérim qui s'appelle Quantum, qui a voulu me placer sur un poste de réceptionniste bilingue dans un ministère. Et il se trouve que j'avais travaillé pendant 1 mois au ministère de la Justice, juste avant de partir en PVT au Canada. L'agence d'intérim m'a demandé le contact de la personne qui était ma manager dans l'équipe. Elle lui a envoyé des questions sur moi avec un formulaire, est-ce que j'étais à l'heure, dynamique, efficace, etc. Tout ce que je vous disais tout à l'heure. Mon ancien employeur a répondu des choses plutôt élogieuses à mon égard et du coup j'ai eu le poste immédiatement sans même rencontrer le patron en fait du ministère. Vous voyez, ça s'est fait directement parce que la référence d'un ancien employeur, ça a vraiment appuyé ma demande. Donc, si vous avez eu des expériences de travail, pensez à récolter peut-être une adresse mail d'un ancien manager ou d'un ancien patron, si possible quelqu'un qui vous appréciait et qui a travaillé directement avec vous. Si vous étiez en conflit avec votre grand directeur et que vous vous entendiez très bien avec votre supérieur, votre N+1, peut-être que plutôt vous pouvez vous tourner vers votre N+1 pour avoir quand même une référence qui soit de qualité. Si vous avez été principalement étudiant, cette référence, ça pourrait éventuellement être un professeur. Quelqu'un qui vous a vu travailler, qui a vu vos qualités, vos compétences. Vous avez sans doute dû faire des projets en groupe. Est-ce que vous étiez leader? Est-ce que vous avez bien géré le stress? Est-ce que lors de votre présentation, vous avez été incroyable? Voilà, des références, vous pouvez essayer d'en trouver, même si vous n'avez pas encore travaillé. Ensuite, au Canada, super important, vous devez être sur le réseau LinkedIn. Pas LinkedIn, LinkedIn, ça se prononce. Éventuellement LinkedIn si vous voulez. Mais c'est vraiment LinkedIn et c'est un réseau qui est incontournable au Canada. Là aussi, j'ai prévu quelques petites notes pour que ce soit parlant pour vous. Ce que disait Daniel Starassi dans son article, c'est que plus de 90% des recruteurs en Amérique du Nord reconnaissent faire appel à LinkedIn pour chercher des candidats et entrer en contact avec eux. Donc il faut absolument que vous soyez dessus. Si vous n'avez pas encore de compte, profitez de la période là qui vous est donnée où vous êtes obligé d'attendre pour vous créer un compte de qualité avec vraiment vos expériences, en tout cas les plus pertinentes. Pensez bien à mettre vos compétences, vous verrez, ça s'affiche au bas de votre profil et les gens qui vont travailler avec vous, qui ont travaillé avec vous, pourront mettre des plus 1 sur vos différentes compétences et du coup ça va donner un peu une densité à votre compte LinkedIn. Et il faut savoir qu'un employeur qui va voir votre CV et qui ira voir votre compte LinkedIn va pouvoir un petit peu juger de votre profil grâce à ça. Donc faites-le absolument. Vous pouvez utiliser des mots-clés qui correspondent à votre emploi et à votre domaine. Ça va vous permettre de ressortir lorsque les gens vont faire des recherches sur LinkedIn. Donc faites bien attention à choisir des mots-clés pertinents. Et éventuellement, si vous voyez des profils de personnes qui sont au Canada et qui ont le même profil que vous, n'hésitez pas un petit peu à vous inspirer des mots-clés utilisés. Si vous raccourcissez le lien de votre profil LinkedIn, vous verrez généralement quand vous le créez, vous avez votre nom, votre prénom et des chiffres. Enlevez les chiffres, faites en sorte d'avoir une URL clean et vous pouvez éventuellement la mettre sur votre CV, par courriel ou sur votre carte professionnelle, pardon, et ça vous permettra que les gens retrouvent directement votre compte LinkedIn, surtout si vous avez un nom qui est très courant, comme moi d'ailleurs. Voilà, ça peut permettre qu'il ne passe pas une éternité à vous trouver. Ensuite, être sur LinkedIn, c'est bien. Maintenant, il faut être proactif. Publier des posts,
Partagez des articles que vous avez trouvés qui vous intéressent sur votre domaine professionnel. Si vous avez été amené à en publier vous-même dans le cadre de votre travail, n'hésitez pas à les publier et n'hésitez pas à commenter les publications et les articles des uns et des autres qui sont dans votre domaine. Ça peut permettre que des gens vous repèrent sur LinkedIn ou vous ajoutent dans leurs contacts. Voilà, soyez un petit peu présent sans être trop insistant et contacter forcément tout le monde dans un premier temps. Essayez juste d'être là, qu'on vous voit en fait. Donc participez, commentez, publiez, likez, etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le réseau des PVTistes français et belges au Canada. C'est quelque chose qu'on a créé qui peut vous permettre aussi d'avoir un petit réseau PVTiste. Bien évidemment, quand on parle de réseau, ça peut être le réseau professionnel, la famille, les anciens étudiants de votre école, mais ça peut aussi être les PVTistes. Donc voilà, quand on parle de réseau, n'hésitez pas à frapper à toutes les portes, entre guillemets. Alors, ça, je l'ai mis dans ma présentation, mais je ne sais pas encore si on a eu des gens qui sont dans ce cas-là. Excusez-moi. Je me posais la question de est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez partir au Canada si une agence de placement vous trouve un emploi? Honnêtement, ça peut valoir le coup de candidater chez différentes agences de placement. Donc, Quantum, Randstad, Adecco, Kelly Services, ou alors vous allez sur Google et vous tapez agence de placement et votre ville ou placement agency et votre ville. Éventuellement, si vous êtes dans un domaine très précis comme l'informatique par exemple, vous pouvez chercher agence de placement TI, technologie de l'information, ou placement agency IT, et ça pourrait vous permettre de trouver des agences spécialisées qui peut-être auront l'opportunité de vous trouver un emploi. Normalement, ça devrait marcher. Moi, je ne suis pas agent d'immigration non plus, donc je ne peux pas vous le garantir, mais j'imagine que dès que vous avez une promesse d'embauche d'un employeur, vous pouvez partir en PVT au Canada aujourd'hui puisque vous correspondez à ce qui est demandé par les autorités canadiennes. Donc à tester et éventuellement si vous faites partie des personnes qui passent par une agence d'intérim, n'hésitez pas à nous tenir au courant, nos PVTistes, pour qu'on puisse relayer l'information si ça marche ou si ça ne marche pas. Voilà. Dernière chose, quelque chose de classique sur l'emploi au Canada que je trouve pertinent de dire, c'est le monde du travail à la nord-américaine. Ça veut dire que c'est très souple. Vous pouvez être rapidement embauché, rapidement licencié et vous pouvez rapidement quitter un poste. Voilà. Donc ça, si un employeur a des angoisses sur le fait qu'il va être lié avec vous, n'hésitez pas à lui rappeler que non, avec le PVT, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, dans les conseils qu'on donne pour les PVTistes qui cherchent à distance, c'est le premier. C'est bien rappeler donc que le PVT est un permis de travail ouvert qui vous permettra de travailler pour n'importe qui, que l'employeur n'est pas engagé avec vous, mais vraiment qu'il en soit certain, rassurez-le vraiment là-dessus, et rassurez-le également sur le fait qu'il n'a pas de démarche à faire. On a eu des témoignages ces derniers jours de personnes qui ont eu des employeurs qui pensaient qu'ils devaient faire une EIMT. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme, c'est l'étude d'impact sur le marché du travail. En fait, un employeur canadien, normalement, quand il veut embaucher un non-canadien, il doit faire une étude d'impact sur le marché du travail. Ça veut dire qu'il doit prouver aux autorités canadiennes qu'il a essayé de recruter soit un Canadien, soit un résident permanent au Canada, et qu'il n'a pas réussi à le faire, et que donc il s'est tourné vers l'étranger pour embaucher, et qu'il vous a trouvé vous. Ça, c'est quelque chose qui coûte cher, 1000 dollars à l'employeur, et qui est quand même assez laborieux. Il y a quand même beaucoup de documents à regrouper, ça prend un certain temps pour avoir une réponse, etc. Et ça, c'est quelque chose qui généralement est assez rédhibitoire pour certains employeurs. Donc, il faut bien que l'employeur comprenne que vous avez déjà votre PVT, qu'il n'aura rien à faire. Simplement, il va devoir vous fournir ce que le Canada appelle une offre d'emploi, ce que nous, on a tendance à appeler une promesse d'embauche. Il va également devoir vous rédiger un courrier dans lequel il explique que son entreprise est bien toujours active et que vous pourrez effectivement commencer à travailler à la fin de votre période d'isolement de 14 jours. Ça, c'est quelque chose qui est demandé systématiquement par les autorités canadiennes quand vous allez partir au Canada. Je profite de ça pour faire une petite parenthèse qui ne va pas forcément vous rassurer, mais je pense que c'est important de vous le dire. Ces derniers jours, ce n'était pas le cas avant, on a eu des PVTistes qui n'ont pas pu monter dans l'avion, alors même qu'ils avaient un emploi. Donc on s'est renseigné notamment auprès d'Air Transat, puisque certains PVTistes ont cru que c'était Air Transat qui les refusait au départ de la France ou de la Belgique, mais en réalité non. À chaque aéroport aujourd'hui, il y a des agents des services frontaliers du Canada qui regardent votre dossier et qui dit oui ou non à la compagnie aérienne. Donc, pour la majorité d'entre vous, quand vous avez un emploi et un plan de confinement, tout se passe bien. Mais c'est important que vous ayez vraiment tous les documents. Donc,
et l'offre d'emploi et la lettre qui dit que l'entreprise est bien ouverte et que vous pourrez commencer après, un plan de confinement strict, une preuve de logement, vraiment soyez vraiment rodés en termes de documents pour être sûr que l'agent des services frontaliers ne voit aucune ombre au tableau vous concernant. Ensuite, pour l'employeur, bien évidemment, vous n'êtes pas sur place, mais vous pouvez lui proposer un entretien via Skype, WhatsApp pardon, ou FaceTime ou autre, je ne sais pas, Zoom, Teams, etc. Il y a aujourd'hui quand même différents moyens pour passer un entretien. Ce serait dommage qu'un employeur ne vous embauche pas pour ça. On a eu des témoignages de gens qui ont réussi à partir au Canada en ayant trouvé un emploi, et il y en a un tout particulièrement qui disait que s'il pense en tout cas que s'il avait laissé son numéro de téléphone français, il n'aurait pas été appelé. Donc il est passé par une application qui s'appelle Fongo, Fongo, que vous pouvez retrouver sur pvtis.net dans notre dossier consacré à la téléphonie au Canada, qu'on a publié il y a peut-être 2 semaines ou une semaine, qui parle de toute la téléphonie au Canada, mais qui, à la première page, vous parle des applications comme Fongo, justement, qui vous permettent d'avoir un numéro de téléphone canadien fictif, disons. Et ce numéro de téléphone canadien, vous allez pouvoir le mettre sur votre CV. Ça permettra qu'un employeur qui veut vous contacter directement n'attende pas de vous envoyer un email, de vous proposer un rendez-vous Skype, etc. Donc ça, c'est plutôt un bon conseil de ce PVTiste. Donc je vous invite à vous créer un numéro de téléphone canadien. Maintenant, où chercher? Alors, évidemment, souvent, ça va être les grandes villes qui vont le plus subir la crise parce que c'est là qu'il y a le plus de monde et donc le plus de gens qui ont été licenciés. Il y a eu vraiment beaucoup d'entreprises qui ont licencié massivement. Je vous le disais il y a 2 minutes, au Canada, on est vite embauché, on est vite licencié. Il y a beaucoup moins de protection du salarié comme on peut connaître nous en France ou en Belgique. Donc, les entreprises ont viré, et très certainement que quand tout va reprendre, elles vont très vite réembaucher aussi. Mais donc voilà, il faut avoir conscience qu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup de gens qui sont sur le marché du travail et avec qui vous allez être en concurrence. Donc peut-être que ça peut être intéressant de ne pas se focaliser que sur une ville. Je pense notamment à Montréal, Toronto ou Vancouver, où peut-être vous aviez l'intention d'aller. Pourquoi pas candidater? On ne sait jamais, ça peut marcher. Mais pourquoi pas vous tourner vers des villes aux alentours? Il y a des villes aux alentours partout. Ça peut être Québecville, Mont-Tremblant, et à côté de Toronto, ça peut être Kingston par exemple. Il y a différentes villes qui sont quand même des villes dynamiques, hein. Ça, vous pouvez faire des recherches sur Internet pour voir quelle ville vous correspondrait à vous si vous cherchez une ville quand même qui vit un petit peu. Et dans ce cas-là, essayez de candidater là-bas. Il y aura moins de concurrence certainement, ne serait-ce que via les PVTistes, hein. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont rester focalisés sur les grandes villes. Et en plus de ça, euh, ce sera certainement des villes qui ont été un petit peu moins touchées par la crise. Donc n'hésitez pas à aller voir ailleurs. Ça voudrait dire que vous allez partir en PVT, que peut-être pendant 3 ou 6 mois, vous allez travailler dans une plus petite ville. Le temps, j'espère que la situation s'arrange, hein. On ne sait vraiment pas quand tout ça va s'arrêter, mais peut-être dans 2 mois, dans 6 mois, j'en ai aucune idée. En tout cas, vous pourriez commencer votre PVT là-bas et ensuite, une fois que ça s'arrange, retourner dans votre ville de cœur, celle où vous vouliez vous installer dès le début. Ceci étant dit, si vous commencez à travailler pour un employeur, disons à Québecville, et que dès que vous avez 1 ou 2 mois d'expérience, vous voyez une offre dans la ville qui vous intéressait initialement, rien ne vous empêche de faire une candidature. Vous êtes sur place, vous avez une première expérience canadienne, vous avez sans doute un réseau, vous avez tous les avantages en fait auxquels je faisais référence en début de présentation, qui sont aujourd'hui vos difficultés, qui ne le seront plus une fois sur place. Donc ça veut dire qu'on vous invite non seulement à chercher dans d'autres endroits, mais aussi à chercher pas forcément dans votre domaine. Peut-être que vous allez travailler dans un domaine qui ne vous intéresse pas beaucoup ou qui n'a rien à voir avec votre formation ou votre carrière pendant 2, 3 ou 4 mois, et ensuite au moins vous serez sur place et vous allez pouvoir commencer votre PVT et espérer peut-être certainement trouver du travail dans votre domaine par la suite. Voilà. Pour chercher du travail sur Internet, puisqu'aujourd'hui vous n'avez pas vraiment le choix autrement, donc vous avez le site Guichet Emploi, je vais y revenir juste après, le site québec.ca. En fait, Guichet Emploi, c'est le site du Canada et québec.ca, c'est le site du Québec. Donc vous pourriez aussi trouver pas mal d'offres d'emploi sur ces sites. Vous avez bien sûr le site Indeed et tout plein d'autres sites qui sont spécialisés sur les offres d'emploi. Et vous avez aussi des offres sur pvtis.net. Dans l'onglet Communauté, on a une section emploi où des employeurs qui cherchent à recruter des PVTistes postent leurs annonces. Donc ça peut être intéressant de candidater aussi via PVTiste. Pourquoi pas en rappelant à l'employeur que vous avez un permis de travail ouvert, etc. Mais très certainement qu'il le sait déjà.
Donc, c'est des employeurs éduqués, entre guillemets, qui connaissent votre profil, donc ça peut aussi être intéressant. Voilà. Donc, en termes de réseau, n'hésitez pas à poster quelque chose sur Facebook. Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un à Montréal, à Toronto, à Vancouver, à Winnipeg, à Calgary? Vous aurez peut-être des surprises que des amis à vous et des cousins, une sœur, un ancien collègue, un ancien camarade de classe, etc. Et ça peut être la rencontre qui va vous permettre d'avoir la bonne adresse email pour envoyer la candidature directement au RH et non via accueil@entreprise.ca. Donc voilà, activez votre réseau déjà dès maintenant. Si vous connaissez des gens qui sont au Canada mais pas dans votre domaine, contactez-les quand même, rajoutez-les sur LinkedIn, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, et ne négligez rien. Rajoutez-vous sur les groupes Facebook, on en a notamment nous PVTistes à Montréal, à Toronto, à Vancouver, à Ottawa et à Québecville. Là aussi, des fois, les expatriés, les PVTistes en tout cas, se serrent les coudes, donc n'hésitez pas à poster peut-être un petit message si vous cherchez dans un domaine précis. Voilà. Ensuite, en termes d'emploi, alors, je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à commencer par un emploi qui ne vous intéresse pas forcément. Pourquoi? Parce que sans survendre le Canada, ce ne sera pas forcément votre cas à vous, mais moi j'ai connu quand même plusieurs fois des gens qui ont réussi à évoluer assez rapidement. J'avais un ami à Toronto qui a été embauché au lycée français de Toronto comme surveillant pendant les récréations, etc. Il a fait ça pendant un an. La deuxième année, il a continué à faire ça, mais il s'est occupé de tout le livre de la fin d'année, le livre photo des élèves de la fin de l'année, parce qu'il avait un talent certain pour la photo et pour le graphisme. Donc ça l'a occupé pendant pas mal de temps dans l'année également. Dès la troisième année, il est passé, si je dis pas d'ânerie, il est passé professeur d'informatique, puisque c'était ça sa formation de base, hein, il était dans l'informatique. Et au bout de la quatrième année, il était le directeur informatique du lycée français de Toronto. Donc surveillant, directeur informatique. Voilà, ça ne veut pas dire que ça vous arrivera, mais sachez qu'au Canada, il y a beaucoup de recrutements qui se font en interne et que si vous convenez au poste auquel vous êtes au début, il n'y a aucune raison de ne pas vous faire grimper les échelons, surtout si vous avez des compétences. Donc voilà, si vous avez par exemple envie de travailler dans une banque et que vous ne trouvez pas à votre poste à vous, ou que vous cherchez à faire ce poste dans le Canada anglophone mais avec un anglais moyen par exemple, et que vous par contre vous voyez un emploi pour être réceptionniste à la banque, ça peut être une bonne idée. Vous allez candidater, peut-être que vous allez être prise ou pris ou prise, et dans ce cas-là, quand vous allez être sur place, vous allez pouvoir discuter avec vos collègues du bâtiment qui tous les matins vont vous dire bonjour et qui vont à un moment donné peut-être vous poser la question de votre formation et de votre carrière. Et là, vous allez pouvoir dire qu'en fait, vous travaillez en banque, vraiment. Ah bon, d'accord. Ok, je note parce que là, je crois qu'il y a Sabine qui part en congé dans un mois. Peut-être que tu pourrais me donner ton CV. Donc voilà, il ne faut pas négliger le recrutement en interne. Ça fait partie justement du marché de l'emploi caché. Autre exemple que je voulais vous donner par rapport au réseau, il y a quelques années, on a pas mal parlé de deux Français qui ont fait une BD qui s'appelle Québecland. Peut-être que vous la connaissez, c'était assez sympa. Et en fait, ils m'avaient raconté leur histoire. C'est que lui, en fait, s'était fait embaucher au Québec, à Montréal précisément. Et je crois pour sa soirée d'accueil, je crois que ses collègues avaient décidé de faire un pot d'accueil. Ils lui ont dit, bah, si tu veux venir avec ta blonde, n'hésite pas. Donc il est venu avec sa copine à cette soirée et tout le monde lui a demandé ce qu'elle faisait comme travail. Les gens ont tendance à faire ça au Canada, à s'intéresser à vous, vous demander ce que vous faites. Et donc elle a expliqué qu'elle travaillait dans le théâtre. Quelqu'un lui a dit, j'ai peut-être quelque chose pour toi, mais je ne sais pas si ça va être très intéressant. Bon, je te donne le contact et tu verras bien. Elle a le contact, elle contacte la personne qui lui dit oui, effectivement, on cherche quelqu'un pour envoyer les invitations pour les premières de nos pièces de théâtre. Donc voilà, c'était une enveloppe, les invitations, mettre l'invitation dans l'enveloppe, coller le timbre, mettre l'adresse et ça part. Elle a fait ça en bénévolat, je crois, pendant un petit moment, enfin quelques semaines. Et en fait, à un moment donné, il se trouve que la troupe de théâtre a recherché quelqu'un pour les faire tourner en fait au Québec, puis en France. Et ben en fait, elle a été embauchée pour organiser la tournée de cette troupe de théâtre. Et ensuite, elle était en France et elle a fait leur tournée en France, voilà, alors qu'elle a commencé par coller des timbres. Donc, il faut jamais négliger ni le réseau, ni une offre d'emploi qui n'a pas l'air très sexy sur le papier, parce que ça peut toujours mener à autre chose. Voilà. Ensuite, le Canada, sur son site internet, a mis une liste de métiers
euh, qui pourraient recruter pendant la crise du Covid. Ça ne s'adresse pas spécifiquement à vous qui cherchez du travail à distance, mais à toutes les personnes qui cherchent du travail au Canada. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais j'en ai noté quand même quelques-unes. La santé, je pense que ça va de soi, mais je le dis quand même. L'agriculture, l'élevage, les récoltes, l'aquaculture, la pêche. Donc ça, c'est beaucoup de métiers qui sont faits par les PVTistes en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais là, peut-être que vous pourriez avoir des opportunités pour ramasser des fruits ou des légumes ou effectivement pêcher, etc. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas hermétique à ce genre de tâches, à le faire, en sachant que moi je l'ai fait en Australie et que même si c'est fatigant, c'est quand même une très bonne ambiance et puis ça pourrait vous permettre de partir au Canada. Ensuite, il y a tout ce qui est transport, logistique, la vente, les services aux populations vulnérables, la construction, l'entretien, la réparation, la transformation des aliments, l'administration, la comptabilité, l'informatique, les communications, les services bancaires et financiers, les ouvriers agricoles notamment, les conducteurs de camions de transport, ça recrute toujours de toute façon, les serveurs, les aides de cuisine, les directeurs directrices dans le commerce de détail et de gros, ça je vous l'ai dit, les aides infirmiers, aides-soignants, préposés aux bénéficiaires, comme ils appellent ça, au Canada. En fait, c'est assez large. Il y a pas mal de domaines qui recrutent. Simplement, je voudrais attirer votre attention sur le fait que au Canada, pour certains métiers, vous ne pouvez pas simplement arriver au Canada et travailler. Il y a certains domaines, c'est pas du tout la majorité, je vous rassure. Vous devez en fait appartenir à un ordre, rejoindre en fait une autorité qui régit votre profession pour pouvoir exercer votre métier tout simplement parce qu'il s'agit d'une profession réglementée. Je pourrais citer notamment les architectes, les avocats, les comptables agréés, les ambulanciers dans certaines provinces euh, et tous les métiers de la santé, bien souvent il faut une équivalence également. Donc c'est une très bonne transition pour vous parler du site guichet-emploi.gc.ca dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment un outil très très intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc guichet emploi tout accroché avec un S à emploi.gc.ca. Alors, vous allez utiliser l'outil Explorer le marché et vous allez inscrire votre métier et la ville dans laquelle vous voulez partir. Vous allez découvrir plusieurs informations. Le premier onglet, il s'appelle Description. Il va vous donner des informations sur votre domaine, des descriptions des tâches classiques dans votre domaine. C'est-à-dire que vous allez pouvoir trouver en fait le jargon qui est utilisé dans votre profession. Peut-être que vous allez voir que dans votre métier, tout se dit pareil au Québec et en France et en Belgique. Peut-être que non. De même que si vous switchez en anglais, puisque le site est bilingue, vous aurez votre jargon en anglais. Donc hyper utile pour votre lettre de présentation et pour votre CV. Et donc effectivement, si vous voyez qu'en québécois quelque chose ne se dit pas comme chez nous, c'est important dans votre CV et votre lettre de présentation d'utiliser le terme québécois et non le terme belge ou le terme français. Vous verrez aussi que dans la description, vous avez d'autres types de postes parce qu'il se peut que vous ne trouviez pas directement votre nom de métier. Ça, on l'entend assez souvent. Les gens, des fois, passent un certain temps à déterminer quel métier au Canada correspond au leur en France ou en Belgique. Donc là, vous aurez les métiers qui s'y rapprochent et vous allez peut-être découvrir qu'en fait, celui que vous avez cherché en premier lieu, c'était pas le bon, mais que dans la liste, il y en a un qui est absolument parfait et qui décrit parfaitement ce que vous faites vous. Et dans ce cas-là, vous connaîtrez le bon terme de votre poste. Ensuite, deuxième onglet, vous allez voir le salaire. Le salaire minimum et médian dans la ville que vous avez choisie, dans la province où se trouve la ville que vous avez choisie et aussi à l'échelle du Canada. Ça, c'est intéressant non seulement pour savoir si ça paye bien au Canada dans votre domaine, mais aussi quand l'employeur va vous demander combien vous espérez gagner, vous aurez quand même une base. Vous êtes sûr que vous n'allez pas vous brader et que vous n'allez pas non plus demander un salaire exorbitant. Voilà, donc ça, c'est vraiment très utile. L'onglet suivant s'appelle Perspective. C'est un système d'étoiles qui dit si il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi dans votre domaine au Canada ou si au contraire ça recrute énormément. Et ça c'est plutôt intéressant à savoir là aussi pour pas tomber des nues en vous disant ok je pensais partir au Canada mais en fait ça recrute pas du tout ou alors ça recrute pas du tout dans la province dans laquelle je voulais aller. En revanche à l'autre bout du pays ça recrute énormément. Voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous et notamment pendant cette période où il est nécessaire d'avoir un emploi pour partir au Canada. Si vous devez aller faire 6 mois en Saskatchewan, vous savez peut-être même pas où c'est la Saskatchewan, faites-le.
pourquoi pas commencer votre PVT là-bas. Si vous êtes français, vous aurez encore 1 an et demi de PVT après. C'est sûr que si vous êtes belge, il vous restera que 6 mois de PVT par la suite. Mais voilà, ça vous permet de vous lancer. L'onglet suivant, c'est tout simplement des offres d'emploi qui sont répertoriées sur le site des autorités canadiennes. L'onglet suivant s'appelle Exigences et c'est là que vous allez savoir si votre profession est réglementée dans la province dans laquelle vous voulez vous rendre. Si vous voyez rien, c'est que c'est bon. Par contre, si vous voyez profession réglementée avec le nom d'un organisme, c'est que c'est réglementé. Et dans ce cas-là, je vous invite à utiliser votre box pour appeler au Canada l'organisme en question pour savoir sous quelles conditions vous pouvez obtenir, c'est pas une équivalence, mais dans quelles conditions vous pourrez exercer votre métier au Canada, combien ça coûte, est-ce que ça prend du temps, est-ce qu'il y a un examen à passer. En fait, vous aurez les informations concrètes qui vont vous permettre de décider si ça vaut le coup pour vous d'aller au Canada ou tout simplement là, dans le cadre du PVT Canada un peu spécial avec le Covid, est-ce que vous allez pouvoir partir ou non. Parce que vous êtes censé commencer à travailler immédiatement après le début de votre isolement. Si vous avez besoin de faire 2 mois de formation, j'ai pas d'informations officielles à ce sujet, mais peut-être que ça passera pas. Ça, c'est une question qu'il faut sans doute qu'on creuse, nous, de notre côté. Je ne sais pas si on arrivera à avoir la réponse sans l'aide d'un d'entre vous, en fait, qui serait concerné par une profession réglementée, qui nécessite en amont une petite formation pour ensuite commencer à travailler. Voilà, ça, c'est un peu mon flou, mais au moins, ça a le mérite d'être évoqué. Et dernière chose, dernier onglet sur le site Guichet Emploi, c'est les compétences requises pour votre poste. C'est l'idéal pour avoir les mots-clés à utiliser sur votre CV, votre lettre de présentation et votre LinkedIn. Parce que les compétences, vraiment, c'est à mettre en avant sur un CV canadien. Maintenant, si vous avez réussi à convaincre un employeur de vous embaucher, que doit inclure votre offre d'emploi pour que tout se passe bien? Alors, on a listé des choses, il n'y a pas de modèle qui est donné par le Canada, mais il y a différentes choses que vous pouvez vous assurer d'avoir sur votre lettre d'emploi de l'employeur. Déjà, c'est bien s'il la rédige sur un papier avec l'en-tête de l'entreprise et qu'il signe le document, le date, le tamponne et c'est tout. Autant pour moi qu'il le tamponne et le date, déjà c'est bien. Il va indiquer le type d'emploi qui vous est proposé. Excusez-moi, je suis un petit peu fatiguée ce soir, j'ai un petit peu du mal. Donc, est-ce que c'est un boulot à plein temps, à mi-temps, un saisonnier, un permanent? La date de début de votre emploi, la durée de votre emploi, le titre de votre poste, le lieu où vous allez exercer votre emploi, la description des tâches que vous allez devoir faire et la durée aussi de votre embauche. Il va devoir également indiquer le niveau de votre salaire et les éventuels avantages sociaux dont vous allez bénéficier. C'est pas du tout sûr que vous en ayez, moi j'en ai pas du tout eu pendant mon PVT, mais bon, s'il y en a, il est obligé de l'indiquer sur la promesse d'embauche. On doit également voir sur l'offre les coordonnées de l'employeur, adresse, numéro de téléphone et l'adresse courriel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en plus de cette offre d'emploi, l'employeur doit rédiger un message qui dit que l'entreprise est bien toujours active, toujours ouverte, qu'elle continue de fonctionner et qu'elle sera en mesure de vous accueillir une fois que vous aurez terminé votre isolement de 14 jours. Alors j'ai noté 3 témoignages qui nous ont été donnés par des PVTistes. Alors, selon l'agence sur laquelle vous allez tomber, c'est toujours la même chose, hein, même hors Covid, c'est toujours comme ça. Vous ne serez pas tous traités de la même façon. Donc il y en a un, il nous explique que l'agent lui a demandé à voir les conversations par email qu'il a eues avec son employeur. Très certainement pour s'assurer que c'était un vrai poste, que l'employeur avait conscience que pendant 14 jours, il allait devoir le payer. Et vérifier, je pense que c'est pas un accord avec un ami, parce que quelqu'un d'autre a témoigné en disant que l'agent d'immigration lui avait demandé s'il connaissait personnellement l'employeur qui l'embauchait. Je pense qu'aujourd'hui le Canada craint un petit peu des promesses d'embauche fictives. Voilà, des promesses d'embauche qui disent oui, oui, je vais l'embaucher et en fait c'est mon cousin ou c'est le meilleur ami de mon frère, etc. Donc voilà, faites attention si à un moment donné on vous demande d'avoir les emails, voilà, pas, ce qui n'est pas des choses un peu bizarres. Voilà, il faut bien que votre employeur vous rémunère. Faites attention si il vous demande à ne pas vous rémunérer. Si l'agent d'immigration voit ça, il est possible que vous ne montiez pas dans l'avion. Et dernier témoignage, quelqu'un a demandé si l'employeur était au courant
qu'il allait devoir faire 14 jours d'isolement. Donc là aussi, peut-être que l'employeur, dans son message indiquant que l'entreprise est toujours en cours d'activité, c'est bien qu'il précise: je suis conscient que pendant 14 jours, Madame Untel ou Monsieur Untel ne pourra pas se rendre sur son lieu de travail, éventuellement. Bon, avec tout ça, normalement, votre offre, elle est quand même bien précise. Voilà, j'ai terminé pour mes explications. Je vais aller regarder vos questions, les questions que vous avez posées pendant la présentation. Simplement pour conclure cette présentation, je voulais vous dire donc que pvtis.net, si vous ne nous connaissez pas, ça fait 15 ans qu'on existe. On est un site d'information et d'entraide gratuit qui est là depuis 15 ans et qui parle du Canada, de l'Australie, du Japon, etc. On parle de tous les PVT et on propose notamment des guides des PVTis gratuits et principalement pour le Canada puisque c'est le pays qui vous intéresse. Vous allez sur pvtis.net info pratique et vous allez retrouver notre guide qui vous dit absolument tout ce que vous devez savoir sur l'avant PVT Canada, le passage à l'immigration et à la douane et la vie sur place, notamment le logement, l'emploi, etc. Ça peut être un complément avec ce que je viens de vous dire. Voilà, on est sur pvtis.net sur Facebook, mais vu que vous êtes en train de me regarder sur Facebook, vous le savez déjà. Et on vous retrouve aussi bien sur notre site que sur notre application PVTiste. Voilà pour moi, je vais aller voir vos questions, si vous en avez posé bien sûr. Alors, sur le contrat, la date de début est le premier jour de quarantaine. Alors oui, je pense que c'est ça qu'il faut indiquer effectivement, puisque comme l'employeur est censé, en tout cas est obligé de vous rémunérer pendant toute la durée de votre contrat, y compris pendant la période d'isolement, ça fait du sens que la date d'embauche, ce soit bien la date à laquelle vous arriviez au Canada. Est-il possible de se faire loger sur son lieu de travail durant la quinzaine de confinement dans le cas d'une ferme? Alors on a eu la même question pour une auberge de jeunesse. Alors la réponse qu'on lui avait donnée effectivement, c'est que c'est tout à fait possible, mais il y a quand même un certain nombre de règles à respecter. Voilà, on en a parlé notamment sur notre dernier point Covid sur Instagram, ça je vous en ai pas parlé. Toutes les semaines, tous les jeudis, généralement, on fait un point Covid, tout pays confondu, mais on s'attarde toujours sur le Canada, justement pour vous donner des nouvelles sur les frontières, sur les éventuelles nouvelles réglementations, etc. Et donc, on vous disait jeudi dernier que tant qu'on suit les consignes officielles de confinement, qu'on porte toujours un masque, qu'on désinfecte ce qu'on touche dans la maison, parce que, enfin, je veux dire, si la ferme vous loge dans un logement qui est à part, c'est bon. Par contre, si vous êtes chez eux, c'est vraiment important de bien tout respecter en étant sur place, et notamment le port du masque. Ensuite, est-ce que vous avez un conseil pour les compétences humaines, les afficher dans le CV? Comment, lesquelles, sans trop en rajouter? Alors oui, effectivement. Les compétences humaines, c'est sûr que c'est quelque chose à mettre en avant. J'ai notamment le souvenir qu'on était beaucoup à l'époque chez les PVTistes à mettre dans nos compétences en début de CV, avant même de parler de nos expériences professionnelles. Moi, je me rappelle avoir mis capacité à travailler en équipe ou, selon les postes, capacité à travailler de façon autonome, gestion du stress aussi, capacité à travailler dans un environnement sous pression. Je ne sais pas comment on dit au Québec. Je me rappelle qu'à Toronto, moi, ça s'appelait fast-paced environment, un environnement au rythme rapide. Voilà, donc c'est ce genre de qualité humaine. Et souvent, sur un poste que vous connaissez, vous savez quelles sont les qualités humaines que vous pouvez mettre. Peut-être pas toutes les mettre parce qu'effectivement ça va être indigeste sinon. Mais si vous êtes sur un poste où vous allez devoir travailler constamment à 30 personnes avec un rythme acharné, etc. Oui, c'est évidemment important de dire que vous savez travailler en équipe, que vous avez une bonne communication, que vous êtes à l'écoute. Voilà, à vous de tourner ça, peut-être en résumant ça, pour montrer que vous serez un bon élément. À l'inverse, si c'est un poste en télétravail pendant 6 mois, indiquez que vous avez l'habitude de travailler seul. Parce que si vous faites comprendre à l'employeur que vous avez toujours travaillé avec des gros groupes et que vous détestez être seul, bon, bah, vous n'allez pas convenir pour le poste. Bah, ça peut être ce genre de choses. J'espère avoir répondu à la question. C'est ça, c'est plutôt en termes d'humain. Évidemment, on peut parler de la prise d'initiative, aussi du dynamisme. Si c'est un métier qui nécessite qu'on soit au taquet, ça peut être bien effectivement de montrer qu'on est quelqu'un qui a de l'énergie, par exemple. Voilà. Doit-on mettre les références directement sur le CV à un endroit particulier? Alors ça, il y a plusieurs écoles. On peut mettre ces références sur le CV. Le problème, c'est que si le CV tourne pas mal, ça peut être bien de respecter quand même
les adresses email de vos références et de ne pas les mettre. En fait, moi, il y a longtemps, je les mettais. Entre-temps, on m'a dit que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Certains vous disent de mettre référence sur demande, quand d'autres vous disent, bien évidemment, que référence sur demande. Ça sert à rien de le mettre, en gros. Donc, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai entendu ces 15 dernières années, je vous recommande de ne rien écrire parce qu'un employeur canadien, de toute façon, il sait qu'il peut vous demander des références. Vous lui en fournirez ou non, il ne le sait pas encore, mais en tout cas, il va vous en demander. Et si vous ne pouvez pas en fournir, ça risque de poser problème. Donc voilà, le mieux, c'est plutôt de les avoir à portée de main si on vous les demande pour les donner rapidement, mais de ne pas les mettre sur votre CV. Aussi, vous pouvez prévoir, là, si vous êtes en poste, peut-être de demander une lettre de recommandation pour l'avoir également. Moi, il m'est arrivé, et je ne sais pas du tout si ça se fait de faire ça, ça m'est arrivé d'envoyer ma lettre de référence avec ma candidature, en fait. Je me suis dit que pourquoi pas. Voilà, pour les références. Donc le mieux, c'est de ne pas les mettre et puis de les avoir simplement adresse email, voire téléphone. Et puis faire attention si vous candidatez dans le Canada anglophone, faire attention peut-être que vos références soient capables de répondre en anglais. Parce que moi, il se trouve que comme j'étais à Toronto, les questions qui ont été posées à mon précédent employeur, c'était tout en anglais. Est-ce qu'une référence d'un précédent employeur sur LinkedIn est suffisante du coup? Alors, effectivement, il est possible qu'un employeur qui va sur votre compte LinkedIn et qui voit que vous avez une référence de quelqu'un où ça apparaît clairement qu'il a travaillé dans votre précédente entreprise, si la référence est déjà assez fournie, il se peut qu'il ne vous demande rien. Ça, ce sera à lui d'en juger. J'ai tendance à penser que ça peut déjà être un bon point pour vous. Après, peut-être qu'il aura envie de lui parler ou de lui poser des questions plus précises, parce que je sais que les références qu'on peut faire sur LinkedIn, des fois, c'est 3-4 lignes. Donc peut-être qu'il aura besoin de plus de détails et dans ce cas-là, de contacter l'employeur. Que se passe-t-il dans le cas où nous avons une promesse d'embauche pour une longue durée, mais que cela ne nous convient pas et que nous voulons quitter au bout d'une semaine ou deux par rapport aux circonstances actuelles? Peut-on être accusé d'avoir voulu gruger? Qu'est-ce qu'on risque si c'est le cas? Alors, on n'a aucune information officielle là-dessus, pour la simple et bonne raison que là, on est dans un scénario inédit. Jamais pour le PVT, il a fallu trouver un emploi avant de partir. Je dirais que c'est peut-être la petite faille en fait de ce système aujourd'hui. Si vous partez et que vous commencez à travailler et qu'on va prendre le problème dans l'autre sens et que l'employeur vous vire au bout d'une semaine parce que ça se passe mal, vous n'allez pas être obligé de rentrer en France ou en Belgique. Vous serez sur place, ça y est. Donc on peut se dire que dans l'autre sens, si ça vous plaît pas du tout ou que ça passe pas du tout avec l'employeur et que vous voulez partir, en réalité, voilà, je ne vais pas faire de la langue de bois, je suppose qu'il n'y aura aucun souci. L'employeur ne va pas prévenir les autorités canadiennes. Et puis dans le cadre de votre PVT, il n'y a pas en fait cette obligation d'avoir un emploi de base. Donc bon, moi ce que je vous recommande honnêtement, si vous avez un emploi, pour différentes raisons, c'est de ne pas le quitter. Restez bien à votre poste tant que vous n'en avez pas trouvé un autre. Comme ça vous n'avez aucune inquiétude de ce genre-là si jamais des contrôles sont mis en place, même si j'en doute. Mais je ne suis que pvtis.net, je ne suis pas le Canada. Voilà. Mais aussi parce que vous ne savez pas combien de temps vous allez prendre pour trouver un autre emploi. Je le disais au début de la webconférence, aujourd'hui le taux de chômage au Canada a vraiment grimpé et beaucoup de gens sont sur le marché du travail. Donc peut-être que décrocher un emploi depuis la France ou la Belgique, ce sera déjà un exploit et quelque chose de génial. Donc pourquoi pas faire le dos rond, continuer cet emploi pendant 1 mois, 2 mois, peut-être en candidatant ailleurs et dans ce cas-là, essayer de partir ailleurs une fois que vous aurez trouvé un autre emploi. C'est ce que je vous recommande. Où explique-t-on à l'employeur qu'il n'a rien à faire pour nous embaucher dans la lettre? Alors moi, je l'aurais plutôt mis dans le corps de l'email. Je dirais que la lettre de présentation, voilà, vous vous vendez, le CV, vous vous vendez, et dans le corps de l'email, je pense qu'assez rapidement, il est pertinent de dire que vous êtes détenteur d'un permis vacances-travail, qui est un permis de travail ouvert, c'est-à-dire que vous avez l'autorisation de travailler pour n'importe qui au Canada, et que ça ne nécessite aucune démarche de la part de l'employeur. Dès la première ligne, moi je le mettrais. Parce que ça voudrait dire que avant même que l'employeur se pose des questions sur qui vous êtes, d'où vous venez, etc., il a vu qu'il n'y avait aucune difficulté. Voilà. Ou alors vous le mettez un peu plus bas dans l'email, parce qu'en général, quand on envoie son CV et sa lettre de présentation, on ne fait pas un trop long email. Donc assez rapidement, vous allez pouvoir mettre cette phrase dans le corps de l'email. Si jamais, malgré qu'on ait un emploi, on est refusé à l'avion ou à la douane à l'arrivée, parce qu'effectivement, ça peut arriver aussi, est-ce que le PVT est perdu? Non. Non, parce qu'en fait, aujourd'hui,
vous avez plusieurs cas de figure. Soit vous avez obtenu un PVT, on va dire, au mois de février 2020. Vous allez à l'aéroport, on vous refuse. Votre PVT, il n'est pas validé, il est toujours valide jusqu'à février 2021. Si vous réussissez à monter dans l'avion et que pas de chance, l'agent d'immigration sur place refuse que vous rentriez au Canada, votre PVT, il n'est toujours pas validé. Retour en France ou en Belgique, votre PVT est toujours valable jusqu'à février 2021. Vous êtes tranquille. Le seul cas où vous pouvez être embêté, c'est si votre lettre d'introduction au PVT arrive à expiration prochainement. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, le Canada a prévu un formulaire dédié qui vous permet d'obtenir une prolongation de 3 mois et même une deuxième prolongation de 3 mois. Donc là, vous êtes tranquille pour au moins 6 mois si vous avez votre lettre je les confonds tous les mots. Excusez-moi, votre LI, voilà, qui expire dans les 30 prochains jours, parce qu'il faut bien attendre que ce soit dans les 30 prochains jours, vous aurez une prolongation. Donc voilà, ne soyez pas inquiets. Après, je ne veux pas vous inquiéter sur le fait qu'un agent d'immigration peut vous refuser l'entrée en arrivant au Canada, parce que malgré tout, les vérifications qui sont faites aux aéroports en France et en Belgique aujourd'hui, même si elles sont assez sévères pour certains, de ce qu'on a cru voir ces derniers jours, au moins elles permettent de régler un maximum de problèmes en amont. On a eu peut-être 1 ou 2 témoignages de personnes qui se sont fait refuser en arrivant là-bas, mais c'est rare normalement. Si l'agent d'immigration au départ de France ou de Belgique est d'accord, ça va bien se passer. Voilà. Bon, ceci étant dit, on a fait remonter l'information, on essaye de faire remonter l'information de cas a priori qui se sont fait refuser le départ au Canada alors même qu'ils avaient une offre d'emploi. Le problème étant qu'on n'a peut-être pas tous les détails du scénario. Est-ce que le PVTiste nous a bien tout expliqué? Est-ce qu'il y avait des choses dans son dossier qui n'étaient pas claires? Est-ce que l'offre d'emploi était trop courte? Malheureusement, parfois, on a des témoignages qui ne sont pas précis. Donc, on fait remonter l'information, mais ça se trouve, vous, si vous avez tout bien rodé avec une offre d'emploi assez longue, enfin, de plusieurs mois, avec tous les détails, etc., sans doute que ça va passer. Voilà, encore une fois, je ne veux ni vous inquiéter, ni vous dire que c'est super simple. On espère que très prochainement, ces petits couacs de fin juillet, début août vont être réglés et que vous puissiez partir dans de bonnes conditions. Alors, est-ce que l'alternance est reconnue comme de l'expérience au Canada? Tout à fait. Même un stage, tout est reconnu au Canada comme de l'expérience à partir du moment où vous avez travaillé. Donc évidemment, vous étiez la moitié du temps en cours, mais pendant que vous travaillez, il n'y a pas de souci avec ça. C'est pas du tout à mettre à la fin de son CV timidement. Vous avez travaillé, il n'y a pas de problème. Donc de l'alternance, du temps plein, du mi-temps, un stage. Si c'est un stage dans votre domaine où vous avez eu des missions intéressantes à faire et pas simplement faire des photocopies et le café, c'est tout à fait à mettre en avant. Peut-être même ne pas préciser que c'est un stage. Enfin voilà, c'est une vraie expérience. Si vous avez fait un bénévolat, moi, par exemple, j'avais fait un bénévolat à l'association Laurette Fugain. Qu'est-ce que je faisais exactement? Oui, j'avais été staff en roller pendant la grande marche. La grande marche de Laurette Fugain qui a une fois par an. Et j'ai aussi rédigé les newsletters pendant quelques mois. Bon bah ok c'était du bénévolat mais moi pendant ce temps-là je les ai quand même rédigés. Bon le fait que je fasse du roller c'est peut-être pas énormément pertinent pour les boulots que j'ai cherchés à l'époque, mais en tout cas, les newsletters, même si j'étais pas payée, je les ai rédigés. Donc vraiment, au Canada, votre expérience pro, elle est prise en compte, quelle que soit sa forme. Vraiment. Et d'ailleurs, pour les gens qui n'ont pas beaucoup travaillé, comme je le disais tout à l'heure, si vous avez étudié, fait des projets de groupe, monté quelque chose de solide, qui a nécessité des recherches, du temps, beaucoup de travail, de la cohésion d'équipe, j'en sais rien, moi, vous pouvez vraiment mettre en avant énormément de choses je pense, sur un CV canadien. Donc si vous n'avez pas encore beaucoup travaillé, allez chercher dans vos bénévolats, vos études et même dans le sport, pourquoi pas. Hein. J'en ai pas parlé tout à l'heure, excusez-moi. Au Canada, les hobbies, à la fin du CV, il faut les mettre uniquement si c'est pertinent pour le poste. Mettre lecture, cinéma, 3 petits points, ça apprend rien sur vous, ça apprend pas grand-chose sur vous dans le monde du travail. Et soyez vraiment précis. Si c'est un emploi en équipe, je vais rester sur le McDo, il faut aller vite au McDo. Hein, tata, il y a des commandes partout, il ne faut pas se bousculer. Je suppose, je l'ai jamais fait, mais moi je suis toujours très impressionnée par les gens qui ont fait ça. Bon, bah voilà, si vous avez fait du volley pendant 4 ans, au volley, si on ne communique pas, la balle elle est sortie. Hein. Ça aussi, j'en ai fait, je sais bien de quoi je parle. Ce que je veux dire, c'est que c'est à vous de bien choisir vos sports, vos activités, tous vos choses extra.
extrascolaires, extra-professionnelles, pour mettre en avant vos qualités humaines et professionnelles à tous les niveaux en fait. Vous avez tous des choses à mettre en avant. De même que si vous avez un blog, si vous dessinez, si vous écrivez, n'hésitez pas à le mettre aussi dans vos hobbies à la fin. Voilà. En fait, vraiment, j'ai l'impression qu'un CV canadien, peut-être que c'est un peu plus le cas aujourd'hui en France ou en Belgique, mais quand même moins. J'ai la sensation qu'un CV canadien, c'est se recentrer sur toi, sur soi, pardon, et se dire, ok, je vaux quoi dans tout ce que je fais en fait, dans tout ce que je pense que bah, c'est rien parce que je le fais depuis toujours, alors que si en fait, ça démontre des choses chez vous, et ça c'est bien de le mettre sur votre CV. Voilà, j'ai un petit peu dérapé, excusez-moi. Combien de temps avant notre date de début de contrat pouvons-nous partir? 15 jours uniquement pour le confinement ou plus? Alors, normalement, pour tous les permis de travail au Canada, généralement, on vous autorise à venir 2 semaines avant, par exemple, pour que vous puissiez trouver un logement, etc. Là, le fait est que pour être confiné, pour avoir un plan de confinement, vous devez déjà avoir trouvé votre logement. Donc, j'imagine que là, pour le coup, on ne s'attend pas à ce que vous veniez 2 semaines avant, parce qu'on va vous dire pourquoi faire. En fait, vous êtes censé venir au moment où votre emploi commence. Je ne pense pas que vous puissiez justifier le fait de venir super longtemps à l'avance, parce que vous n'allez rien pouvoir faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense avoir répondu à la question. Donc, je dirais venir vraiment, limite le jour J de votre contrat, ou éventuellement la veille, mais pas plus. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, ça vient de me revenir. Oui, je disais tout à l'heure, si vous voulez être freelance, ça passe pas hein, dans le cadre de la demande d'avoir un emploi. Même chose si vous créez une entreprise, enfin, vous ne pouvez pas être votre propre employeur. Je voulais le préciser au cas où des gens sont dans cette situation. Ensuite, si on ne sait pas si une entreprise embauche ou non, est-ce que c'est mal vu ou non de faire une candidature spontanée? Non, du tout, c'est pas du tout mal vu. Ça peut valoir le coup de chercher le nom et l'adresse email du RH pour contacter la bonne personne. Et au contraire, hein, ça se fait tout à fait, il n'y a aucun problème. Le seul problème des candidatures spontanées, c'est que ça demande pas mal d'énergie. Parce que vous allez envoyer plein de candidatures, que vous allez devoir réadapter votre lettre de présentation à l'entreprise hein, pour être pas totalement sur une lettre trop bateau. Il y a un certain nombre de choses que vous allez pouvoir garder, mais peut-être que sur la partie consacrée à l'entreprise, vous allez devoir personnaliser un peu votre lettre de présentation, notamment si l'entreprise a une culture d'entreprise assez forte que vous avez ressenti sur leur site internet. Ça vaut le coup de mettre quelques petits mots là-dessus dans la lettre de présentation pour justement la personnaliser. Donc c'est le seul défaut hein, des candidatures spontanées, c'est que c'est du travail pour peut-être aucune réponse derrière. Mais en tout cas, c'est pas du tout mal vu de le faire. Si on postule pour une offre d'emploi, est-ce qu'on peut contacter l'employeur sur LinkedIn? Alors ça, c'est quelque chose que je sais moins. Je dirais qu'on peut, mais peut-être pas pour simplement faire une candidature. Peut-être pour obtenir l'adresse email de la personne qui s'occupe du recrutement, ça permet de faire un premier contact. Ou alors effectivement pour, tout à l'heure on parlait du réseau, je disais sur LinkedIn de commenter, publier, liker les articles, les publications des uns et des autres. Pourquoi pas envoyer un message à quelqu'un qui travaille dans une entreprise qui vous intéresse. Peut-être pas directement frontalement pour dire je cherche du travail, mais peut-être pour dire, comment je pourrais tourner ça? Pour dire voilà, je suis dans votre domaine, je suis détentrice d'un permis vacances-travail. J'aimerais vous interroger sur votre domaine aujourd'hui à Montréal, par exemple. Est-ce que vous avez la sensation que le domaine est toujours euh, porteur d'emploi? Voilà, peut-être essayer de poser plus une question. Juste pas arriver entre guillemets avec vos gros sabots et un CV, mais plutôt avec une question, une prise de contact. Voilà, quelque chose comme ça. Mais encore une fois, moi je ne suis pas une pro de LinkedIn parce que j'ai fait un PVT Canada il y a très longtemps et il n'y avait pas LinkedIn à l'époque. Donc peut-être que ça vaudrait le coup de poser cette question à quelqu'un de plus calé en RH ou ce genre de choses. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Penses-tu qu'il est possible de se faire embaucher pour des petits jobs, restauration, Starbucks, etc. à distance? Je dirais que oui. La seule chose, c'est est-ce que face à vous, il y a déjà une pile de CV qui a été déposée ce matin à tous les Starbucks de la ville? Si oui, très certainement que l'employeur va favoriser quelqu'un qui a donné son CV, qu'il a peut-être même pu voir en rapide entretien éclair, plutôt que toi. Sauf si toi, ça fait déjà 8 ans que tu travailles chez Starbucks et que tu es incroyable, qu'il se trouve que en France, tu es le deuxième Starbucks qui fait le plus d'argent, bon là peut-être qu'ils vont t'embaucher. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses qui peuvent effectivement être en ta faveur. Par contre, si tu cherches un petit boulot sans l'avoir jamais fait, il se peut que les gens déjà sur place
et les faveurs de l'employeur plutôt que toi. Dans ce cas-là, peut-être se tourner vers des régions plus calmes, des villes où les gens ne vont pas vraiment, et dans ce cas-là, voir si tu as un petit peu plus de chance. Je me permets de faire une recherche sur Internet. Il y avait un site Internet avant qui s'appelait Place aux jeunes en région. Je voudrais voir s'il existe toujours. Ok, c'est place aux jeunes, au pluriel, .qc.ca. C'est un site internet qui parle. Alors ça me dit que le site n'est pas sûr. Bon, en tout cas, c'est normalement un site internet qui propose des offres d'emploi, qui liste des offres d'emploi au Québec, mais en région, hors Montréal. Donc ça peut être aussi une idée pour voir un petit peu des offres d'emploi. Peut-être que vous allez trouver quelque chose qui vous intéresse, même si ce n'est pas dans votre domaine. Et puis ça peut vous donner aussi des noms d'entreprises qui recrutent dans la région et à qui vous pourriez envoyer des candidatures spontanées également. Savez-vous si le secteur de la logistique et de la supply chain recrute les postes dans les bureaux type service support, approvisionnement, achat, qualité, import-export? Alors je ne sais pas exactement. La logistique, ça sort dans les métiers qui sont listés par le Canada comme les métiers qui recrutent pendant la crise du Covid. Donc pourquoi pas? Ça peut valoir le coup d'utiliser l'outil Explorer le marché du site guichet emploi.gc.ca en mettant Canada en fait, parce que peut-être que tu vas découvrir que, tout à l'heure je disais la Saskatchewan, il me semble qu'en logistique la Saskatchewan ça recrute beaucoup, en sachant que personne ne va là-bas. Donc peut-être que là tu aurais une chance, si tu as de l'expérience, que tu fais une jolie candidature, tu as un PVT donc aucune démarche, tu vas dans une province qui n'est pas très choisie des gens, peut-être que ça peut fonctionner. Voilà. De toute façon, il va falloir tenter hein, là dans les prochaines semaines parce que là, comme vous l'avez vu, les frontières donc, sont prolongées, la fermeture est prolongée jusqu'au 31 août. Ça pourrait vraiment aller plus loin en fait. Hein. L'Australie et la Nouvelle-Zélande évoquent, même si c'est pas sûr, 2021 au minimum, janvier 2021, voire plus loin. Je ne dis pas que c'est le cas au Canada, mais on n'a aucune visibilité sur la suite des événements. Et ce que je rappelais dans le point Covid sur Instagram jeudi dernier, c'est que il est possible que les pays rouvrent en fonction de leur situation personnelle et de la nôtre. Donc le Canada pourrait tout à fait à un moment donné décider de se rouvrir à la Nouvelle-Zélande, à l'Australie, à la Belgique et au Portugal, je vous dis absolument n'importe quoi, mais pas à la France, à l'Italie et à l'Espagne. Donc voilà, ce qu'on peut espérer aussi c'est qu'en France ça se calme sérieusement, que ça ne continue pas à augmenter parce que tant que notre pays est vu comme un pays à risque, un hotspot, ça risque d'être compliqué. Voilà. C'était le petit hors-sujet, mais ça permet de rappeler à tout le monde, et je vous invite à partager la bonne parole. On a tout intérêt, tous autant qu'on est, à ce que cette situation passe, le Covid. C'est pas que pour des histoires de santé, c'est aussi pour des histoires d'expatriation, tout ça. J'espère en tout cas pour vous que le Canada acceptera de prolonger aussi longtemps que nécessaire vos lettres d'introduction. Sachez que c'est le seul pays qui fait ça. Tous les autres pays du PVT, bon bah, si vous n'êtes pas parti dans le délai imparti, c'est terminé. Voilà. L'Australie permet de redemander un visa vacances-travail, mais c'est le seul. Donc voilà. C'est pas évident tout ça. Ensuite, bonjour, merci de votre temps par avance. Dans le domaine de la finance bancaire, par exemple, à distance, avez-vous des informations sur l'obtention d'un employeur dans ce domaine? Enfin, avez-vous un site ou des contacts dans ce domaine pour faciliter mes recherches? Merci à vous. Alors, bon, finance et banque, ça apparaît là aussi sur le site des autorités canadiennes comme étant un des métiers qui peut recruter. J'ai pas forcément de contact. Je sais juste que quand on a fait la dernière conférence avec Rémi de la Banque Desjardins, il a dit que potentiellement Desjardins pouvait recruter, là aussi pas à tous les postes, hein, il faut aller voir un petit peu sur leur site internet, mais dans ce cas-là, ça vaut le coup d'aller voir sur les sites de toutes les banques en fait. Si tu regardes notre site... notre sur pvtis.net, on vient de publier un dossier qui s'appelle La Banque au Canada, je crois. Là, il y a environ 2-3 semaines. Et on a listé toutes les banques. Donc, peut-être que tu peux faire un tour dessus et voir si tu peux faire des candidatures, etc. En sachant que vous pouvez ajouter sur LinkedIn Rémi Paris, qui est donc votre contact privilégié chez Desjardins, avec qui je fais souvent des conférences et des rencontres PVTistes quand on a la possibilité d'aller dans des bars. Et du coup, lui, il ne pourra pas vous aider. Le but, c'est pas que vous le harceliez de messages sur LinkedIn, parce qu'il, lui, il est ici, et puis parce que ça fait longtemps qu'il n'est plus au Canada. Mais disons que ça peut vous permettre d'avoir un contact similaire sur LinkedIn avec quelqu'un. Je ne sais pas si vous connaissiez le fonctionnement. Soit, si vous êtes en lien avec quelqu'un sur LinkedIn, vous êtes un contact de niveau 1, soit vous êtes un contact
avec un contact de cette personne, comme Rémi avec quelqu'un d'autre dans la banque, et vous serez numéro 2. Ou alors vous n'avez aucun contact en commun avec la personne qui vous intéresse, et dans ce cas-là, vous serez en degré numéro 3, et ce sera plus compliqué pour joindre l'employeur. Donc si vous rajoutez Rémi, potentiellement vous aurez plein de contacts aussi en commun chez Desjardins. Voilà. Bonjour, j'aimerais savoir si dans la fin et le début d'année qui arrive, il serait possible de trouver un travail en restauration vu la situation actuelle. C'est un petit peu ce que j'ai dit juste avant. En soi, c'est tout à fait possible, mais peut-être que dans les grandes villes, il va y avoir beaucoup de concurrence et qu'à distance, à moins que vous ayez un très beau profil et pas mal d'expérience dans ce domaine, il se peut qu'on ne vous réponde pas en fait. Je ne peux pas le savoir. Mais voilà, n'oubliez pas que beaucoup de gens se sont retrouvés au chômage au Canada. Le Canada a prévu une aide qui s'appelle la PCU, dont on parle aussi sur PVTist, qui était initialement pour 2 mois et qui a été prolongée de 2 mois supplémentaires. Donc je crois qu'elle a été mise en place à partir d'avril, si je ne dis pas d'ânerie, avril, mai, juin, juillet. Voilà, on arrive à la fin. Ça veut dire que les gens n'auront plus cette aide PCU de 2 000 $ par mois et que donc potentiellement tout le monde va se remettre aussi à chercher du travail, peut-être n'importe quel emploi, et donc là vous risquez d'avoir quand même beaucoup de concurrence. Savez-vous comment se porte le marché du travail sur le secteur de l'informatique? J'ai pas d'informations officielles, donc je ne vais pas te répondre clairement parce que je pense que ce serait vraiment très très approximatif, mais j'ai tendance à penser que l'informatique ça fait partie de ces métiers qui recrutent constamment, enfin qui connaissent moins la crise que d'autres. Donc je ne m'inquiéterai pas, mais pourquoi pas faire un tour, comme je le disais tout à l'heure, sur Google et taper agence de placement TI, Montréal, Québec, ou Placement Agency IT, Toronto, Vancouver, un truc comme ça. Et essayer de voir, parce que tu as des agences en fait qui sont spécialisées dans le recrutement des personnes dans l'informatique et qui cherchent régulièrement des profils. Peut-être pas en réseau, c'est une bonne question, mais peut-être que si. Donc à creuser. Toronto ou Montréal ou Alberta, lequel est plus propice pour trouver du travail? Alors, Montréal, je dirais que c'est là où il y a le plus de concurrence avec les PVTistes qui se sont retrouvés sans emploi, parce que c'est là qu'il y a le plus de PVTistes français et belges. Toronto, il y a aussi des PVTistes bien sûr, il y a aussi des gens qui ont été mis au chômage très certainement, mais déjà il y a moins de PVTistes de base et c'est en anglais. Donc si tu parles anglais et comme tu parles français, tu auras un profil bilingue dans une province où beaucoup de gens ne parlent qu'anglais, donc ton profil va être plus séduisant qu'un bilingue à Montréal, puisqu'à Montréal, vous verrez, il y a plein de bilingues déjà chez les Québécois, alors qu'à Toronto, votre bilinguisme peut être un vrai atout, ça peut être une opportunité. Quant à l'Alberta, donc Calgary certainement, ou peut-être des petites villes comme Jasper ou Banff. Alors à Calgary, il peut y avoir des opportunités, là il y a quand même beaucoup moins de concurrence, donc je pense qu'il y a des choses qui sont jouables. Ensuite, Banff et Jasper, comme c'est des villes qui sont des petites villes très orientées sur le tourisme et les activités touristiques, j'ai très peur qu'elles subissent de plein fouet la crise qu'on est en train de vivre. Donc peut-être qu'il n'y a pas de travail dans ces coins-là. Mais oui, l'Alberta, ça c'est un peu sortir des sentiers battus, donc ça peut être une opportunité aussi. Et ça vaut le coup d'envoyer des candidatures un peu partout en fait. Vous fermez pas de porte, vraiment. Un contrat jeune fille au pair est-il considéré comme un contrat de travail valide pour partir? C'est une bonne question. Je sais qu'on l'a eu déjà cette question. Je dirais que oui, mais il me semblait qu'on avait fait un point. J'ai un petit doute. En fait, il y a quelques semaines encore, les seuls PVTistes qui pouvaient partir, c'est ceux qui avaient trouvé un emploi dans un domaine essentiel. C'est plus le cas aujourd'hui. Un emploi tout court, ça suffit. En tout cas, il y a un moment où on s'est posé la question et on s'est dit que pour que ça passe en tant qu'au pair, il fallait sans doute prouver, avoir une lettre des parents qui disent que le fait que tu sois au pair, ça permet à un des parents d'aller travailler parce que sinon ils sont obligés de garder leurs enfants, du fait qu'il n'y a pas l'école. Mais je ne sais pas si c'est encore le cas. J'ai un petit doute. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Qui est-ce qui pourrait répondre à cette question? J'ai un doute. Ceci étant dit, si un des parents, si les parents ont l'obligation d'aller travailler et ne peuvent pas le faire à cause de ça, tu peux peut-être avoir une lettre en plus de ton offre d'emploi et dans ce cas-là, tu seras sûr que ça passera dans tous les cas. Mais voilà, j'ai un petit point d'interrogation sur cette question. Comment rester concurrentiel en expliquant à l'employeur qu'il doit nous rémunérer obligatoirement pendant 14 jours d'inactivité? Alors pour tous les emplois qui peuvent se faire sur un ordinateur, c'est bon.
L'employeur ne va pas être inquiet. Honnêtement, vous saurez certainement lui prouver dès le premier jour que vous êtes au taquet, avec le décalage horaire peut-être, mais que vous, vraiment vous êtes super motivé. Donc pour tous les boulots de bureau, le graphisme, la communication, l'informatique, etc., c'est vraiment pas gênant. Pour les autres métiers, effectivement, c'est quand même assez compliqué de convaincre un employeur et je pense que les seuls employeurs que vous allez convaincre, c'est ceux qui ont du mal à recruter. Donc, dans des domaines très en demande et ou dans des domaines qui recrutent particulièrement dans certains coins du pays qui sont peut-être en manque de main-d'œuvre tout court. Voilà, ça peut arriver par exemple que certaines villes, j'en ai entendu parler ça, de villes au Québec qui parfois, ils ont plus de coiffeurs, ils ont plus de boulangers, il leur manque des gens qui sont essentiels en fait au bon déroulement du quotidien. Dans ce cas-là, peut-être que si tu es dans un domaine qui est concerné par ce genre de soucis, ils se diront c'est pas grave, 2 semaines de paye dans le vide, on veut qu'ils viennent chez nous, on va le faire. Mais c'est sûr que c'est plus compliqué que pour les emplois où on peut être en télétravail, c'est certain. Donc vraiment, aller chercher peut-être dans des provinces dont vous n'aviez même jamais entendu parler, hein. Ça peut être, donc je disais Saskatchewan, ça peut être le Manitoba, ça peut être aussi à l'est du Québec, toutes les provinces maritimes, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse. Voilà, il y a des opportunités sans doute dans ces villes-là. Ça peut être intéressant, pourquoi pas, de se tourner, je ne dis pas qu'ils pourront vous aider, mais ça se tente, vers les organismes qui aident les nouveaux arrivants dans les provinces maritimes, notamment dans l'île du Prince-Édouard, ça s'appelle la CIFIP, C-I-F-I-P-E. Je ne sais plus ce que ça veut dire, mais en gros, c'est quelque chose sur l'île du Prince-Édouard qui peut-être qui pourront vous mettre en contact avec des employeurs qui cherchent à recruter ou peut-être qui vous donneront des liens, etc. Donc, n'hésitez pas à taper à différentes portes et notamment aux organismes d'aide aux nouveaux arrivants dans les provinces les moins populaires. Si vous contactez des organismes à Toronto, Montréal ou Vancouver, je ne sais même pas si vous aurez des réponses. Ça se tente, hein, mais c'est pas sûr que vous ayez des réponses. Il y a déjà plein de gens qui cherchent du travail. Alors que les autres provinces, elles aimeraient bien vous attirer un petit peu plus. Donc peut-être qu'elles seront plus à votre écoute et qu'elles seront plus amenées à vous aider. Voilà. Alors, donc j'ai eu un entretien en visio assez prometteur. Quelles sont exactement les démarches, preuves que doit fournir l'employeur? Donc démarche, il n'a rien à faire, ça c'est tranquille, mais simplement il doit te rédiger une promesse d'embauche, ce qu'il appelle lui une offre d'emploi, avec tous les détails de ton offre d'emploi. Et en plus de ça, il doit joindre un message qui dit que ton entreprise est ouverte, fonctionne toujours et est en mesure de t'accueillir une fois tes 14 jours d'isolement terminés. Voilà, c'est ça le plus important. Comment aborder le fait que nous soyons en France dans notre lettre de motivation et comment rassurer l'employeur? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Est-ce qu'il faut le faire dans sa lettre de présentation ou dans l'email directement? Moi, je l'aurais fait dans l'email, mais je n'ai pas la science infuse, donc je pense qu'il n'y a pas de règle. C'est vraiment à vous de voir où vous trouvez que c'est le plus pertinent. Je pense que le mieux, c'est de dire du fait de la situation liée à la Covid, hein, peut-être que c'est ce que vous dites déjà ici, moi je ne m'y fais pas, mais en tout cas au Canada, on dit la Covid-19. Je suis dans l'incapacité de partir, non, peut-être pas dans l'incapacité, je sens que c'est un mot négatif, mais je peux me rendre au Canada dans le cadre de mon permis vacances-travail à la condition de trouver un emploi. Euh, pour cela, je dois me présenter à l'aéroport avec une offre d'emploi rédigée par un employeur indiquant que l'entreprise est ouverte et que je pourrais commencer à travailler dès la fin de mon isolement de 14 jours. Et là, je pense qu'en rajoutant une petite ligne sur le fait, pour information, le permis vacances-travail est un permis de travail ouvert qui m'autorise à travailler pour n'importe quel travailleur au Canada sans démarche au préalable. Virgule, et qui ne nécessite aucune démarche de la part des employeurs. Quelque chose comme ça. Voilà, d'assez fluide, d'assez pas trop du jargon de l'immigration, et là l'employeur comprendra sans souci. Je pourrais avoir accès à un travail bénévole. Ce type de travail fonctionne-t-il pour passer la frontière? Alors c'est pas clairement dit que c'est pas accepté, mais dans ce qu'on voit, comme il est dit que tu dois être rémunéré absolument pendant la quatorzaine, là, en début de séjour, nous ce qu'on a compris c'est que le bénévolat ça passe pas du tout. D'une part parce que du coup tu peux pas être rémunéré pendant les 14 premiers jours, mais secondo, l'agent d'immigration peut se dire mais pourquoi vous êtes venu en fait, en quoi c'est important que vous veniez. Évidemment le bénévolat c'est important, mais vu la crise qu'on est en train de vivre, les autorités canadiennes aujourd'hui ce qu'elles considèrent comme important comme déplacement, c'est les déplacements professionnels uniquement. Voilà.
Je postule, mais je n'ai aucune réponse. Sur quel site trouver du travail? Alors, j'ai un PVT et je suis belge. Alors, j'en ai donné tout à l'heure, hein, je disais guichet emploi, québec.ca pour ceux qui veulent aller au Québec, Indeed, et éventuellement sur pvtis.net, dans l'onglet communauté, on a aussi des offres d'emploi. Si tu n'as pas de réponse, soit c'est parce que les employeurs sont effrayés. Oh là là, il est en Belgique, il est loin, je vais devoir faire des démarches, puis en plus il y a la Covid, il ne peut pas venir. Voilà, c'est ça qu'il faut casser comme inquiétude. Si, je peux venir, si tu me proposes un emploi, si vous me proposez un emploi, bien sûr, on ne me tutoie pas. Si, je peux venir, si tu me rédiges une promesse d'embauche. Et non, tu n'as pas de démarche à faire. Voilà, c'est vraiment les choses à en fait casser les inquiétudes dès le début, dès l'email, je dirais. Ensuite, est-ce que ton CV est vraiment fait au code canadien? S'il y a une photo, un âge, une nationalité, le CV il va à la poubelle. C'est discriminatoire. Un employeur ne veut pas lire un CV qui a ce genre d'informations dessus. Le format lettre et non le format A4, ça aussi, ça peut faire un tri, genre, oh là là, il comprend rien. On sait jamais, hein. Là, je fais passer les employeurs canadiens pour des gros méchants, mais c'est pas forcément le cas. Mais voilà, il faut vraiment que vous soyez nickel. Votre CV soit parfaitement au code du pays, le fond comme la forme, avec des mots-clés. Là aussi, il arrive que les CV passent dans des machines, je vous le disais tout à l'heure, qui analysent juste les mots-clés. Et ensuite, ça sélectionne les CV qui ont les mots-clés. Tous ceux qui n'ont pas mis assez de mots-clés ne sont même pas lus par le recruteur. Donc ça peut être des choses comme ça qui font que tu n'as pas de réponse. Mais surtout, casse les inquiétudes des employeurs et n'hésite pas à proposer un entretien sur Skype ou FaceTime ou WhatsApp pour répondre à ces questions, pour lui expliquer plus en détail le fonctionnement du PVT Canada aujourd'hui, là, face à la situation liée à la Covid. Est-ce qu'une promesse d'embauche venant d'une boîte d'intérim au Canada compte? Alors tout à l'heure j'en parlais justement, je vous disais que je ne savais pas parce qu'on n'a pas eu de retour encore de PVTistes. Mais j'ai tendance à penser que oui, j'ai tendance à penser que c'est bon dans la mesure où il y a un employeur, une durée d'emploi, une date de début, une date de fin, un titre de poste, un descriptif des tâches, le salaire, et que l'entreprise explique bien, ça fait je crois 4 fois, je suis désolée pour ceux qui sont là depuis le début, et que l'entreprise explique bien qu'elle pourra vous accueillir à la fin des 14 jours d'isolement et qu'elle est toujours ouverte et en fonctionnement. Donc j'ai tendance à penser que ça va passer. Je ne voudrais pas être du tout la cause d'un refus à l'aéroport, mais je pense honnêtement que c'est bon. Et peut-être que les agences d'intérim ont déjà eu ce cas de figure, donc ça vaut le coup aussi de leur poser peut-être la question. Comment postuler si la plupart veulent que l'on soit sur place? Je suis pâtissière. Eh ben, c'est bien qu'ils veulent qu'on soit sur place, mais on ne peut pas l'être malheureusement. Donc soit ils considèrent que tu dois être sur place et dans ce cas-là, ils ne te répondent pas. Soit tu les intéresses et dans ce cas-là, il va falloir qu'ils s'adaptent à la situation qu'on est en train de vivre. Et la situation qu'on est en train de vivre, ça te force à postuler à distance, à faire un entretien à distance et à être isolé pendant 14 jours à ton arrivée. Donc voilà, l'employeur, il ne peut pas refaire les règles. Donc à voir si ton profil est suffisamment séduisant pour qu'il ait envie de se plier à tout ça. Mais pâtissière quand même, c'est plutôt chouette. Là aussi, peut-être se tourner vers des coins un petit peu moins fréquentés que Montréal. Tu peux tout à fait tenter ta chance à Montréal, Toronto ou Vancouver. Mais si tu n'as pas de réponse, peut-être tenter dans des coins où ils sont un petit peu plus en manque de pâtissiers. Et dans ce cas-là, ou même dans des restaurants qui ont un pâtissier. Et dans ce cas-là, peut-être qu'eux le feront pour toi. On est obligé de travailler directement après les 14 jours d'isolement ou peut-on arriver le 10 septembre par exemple et travailler seulement le 1er octobre? Alors justement, quelqu'un a posé la question tout à l'heure. J'ai tendance à penser que c'est plutôt pour l'agent d'immigration. Il risque de dire, je ne comprends pas, votre emploi, il commence le 1er octobre. Pourquoi vous arrivez maintenant? J'ai un doute là-dessus. Parce que normalement, d'habitude, pour tous les autres permis de travail, stages, jeunes pro, etc., vous pouvez arriver avant parce que vous avez des choses à faire quand vous arrivez. Et comme là, vous êtes censé avoir un logement, vous y rendre directement de l'aéroport et limite plus parler à personne pendant 14 jours, je ne sais pas si un agent d'immigration va comprendre pourquoi tu arrives si tôt. Donc moi, je dirais non. Mais je ne suis pas agent d'immigration, donc je ne voudrais pas te dire de bêtises. Peut-être que tu pourrais aller sur Twitter et citer le compte EIC et leur poser la question. Je ne sais pas s'ils auront une réponse. Ou alors tu peux tenter d'appeler IRCC, donc je pense qu'il faut appeler Ottawa pour ça. En sachant que malheureusement parfois on a des retours de personnes qui les appellent et s'ils appellent 3 fois ils ont 3 réponses, donc je ne sais pas trop quoi te dire, mais j'ai tendance à penser qu'il n'y a rien qui justifie que tu arrives le 10 septembre pour commencer le 1er octobre. Même moi je serais curieuse en fait ce que tu voudrais faire pendant ce temps-là, parce que donc du 10 septembre au 24 septembre tu es en confinement et après pendant une semaine tu voulais peut-être voyager, c'est peut-être ça. Je pense que ça va pas trop être compris par l'agent d'immigration. Bon,
je crois. Peut-on rentrer avec un travail saisonnier CDD? Alors ça, c'est pas interdit. Ça va être surtout la durée du contrat qui va jouer. On a entendu dans une conférence faite par l'ambassade du Canada il y a peut-être 2 ou 3 semaines que des emplois de 2-3 semaines justement, c'était trop court. Donc en fait, il n'y a pas de minimum, mais on sait que trop court, c'est trop court. Donc voilà, si c'est un saisonnier, mais qui c'est pour une saison qui dure 6 mois, il n'y a aucun problème. Voilà. Alors on a eu beaucoup de questions qui n'étaient pas vraiment liées à la thématique du soir, ou alors qui étaient vraiment très précis sur un domaine, comme je vous le disais au tout début de la webconférence. Malheureusement, je ne sais pas tout sur tous les domaines, donc je ne vais pas pouvoir y répondre. Là, de toute façon, il est 20h30, je pense qu'on va arrêter. Et puis pour tous les domaines, alors moi vraiment le mieux si vous avez des questions sur votre domaine, c'est d'aller sur Guichet Emploi, dans Explorer le marché. Vous aurez vraiment plus d'informations, regardez tous les petits onglets que ça vous sort, notamment Perspective qui va vous dire s'il y a de l'emploi ou non, ville par ville, province par province, les salaires, etc. Donc je pense que c'est plus comme ça que vous aurez des infos. Bien sûr, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce que vous verrez sur Guichet Emploi ou même ailleurs, c'est le métier pas caché, le marché du travail pas caché. Les 80 ou 70% des offres d'emploi du marché caché, elles ne sont pas visibles. Donc ça va vraiment être à vous de vous activer un message sur Facebook, c'est ma petite conclusion, un message sur Facebook pour dire est-ce que vous connaissez des gens au Canada? Peut-être qu'il y aura des contacts de contacts qui pourront vous aider. Vous vous inscrivez sur LinkedIn ou du moins vous mettez à jour votre LinkedIn pour être bien à jour. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, vous ajoutez vos compétences en langue, en managing, en tout ce que vous savez faire en fait en bas. Et n'hésitez pas à demander à des gens avec qui vous avez travaillé de mettre plus sur vos différentes compétences pour que votre profil LinkedIn soit vraiment bien. Voilà, n'hésitez pas à être vraiment proactif sur LinkedIn, à vous montrer aux gens qui sont dans votre domaine. Encore une fois, si à un moment donné quelqu'un doit recruter et que vous avez un petit peu de chance parce que vous avez commenté 2 de ses articles et vous-même partagé un article sur le domaine et que ça l'a intéressé, ça se trouve la personne va vous contacter. Moi, j'ai déjà entendu des gens qui m'ont dit j'ai été contacté par un employeur sur LinkedIn. Les employeurs vont sur LinkedIn, cherchent des mots-clés, voient des profils. Donc l'idée, c'est que vous ressortiez grâce aux mots-clés et qu'ensuite votre profil lui convienne en fait. Donc ayez une photo, si possible assez professionnelle et faites ça vraiment bien. N'hésitez pas à copier un petit peu ce qui est fait par des gens qui maîtrisent bien LinkedIn et qui sont dans votre domaine. Quand je dis copier, c'est vous inspirer bien sûr. Et voilà, ce qu'il faut, c'est que vous ayez accès au marché du travail caché en étant ici. Et c'est bien là votre plus gros challenge. Voilà, donc ne fermez aucune porte, tentez des choses et n'hésitez pas à chercher un petit boulot que vous ferez peut-être pendant quelques mois, mais qui va vous permettre de partir au Canada et sur place de créer votre réseau, le temps ensuite de chercher dans votre domaine ou quelque chose qui vous intéresse plus. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé, qu'elle ne vous a pas démoralisé, mais qu'elle ne vous a pas non plus vendu trop du rêve. Hein, l'idée, c'était d'être nuancé, comme je vous le disais au début. J'espère que vous avez un petit peu compris comment faire pour rassurer les employeurs, pour au moins qu'ils ouvrent votre candidature et qu'ils envisagent de vous appeler, plutôt que de se dire « Oh là là, ils sont en Europe, je jette le CV à la poubelle ». C'est vraiment ça que vous devez éviter. Donc normalement, avec les conseils que je vous ai donnés, ça devrait le faire. Travaillez bien votre lettre de présentation et votre email. Et en tout cas, ça permettra que votre candidature soit vraiment lue. Après, faites une super candidature et là, vous aurez peut-être une chance d'avoir un entretien. Je vous souhaite en tout cas bonne chance à tous. Je vous retrouve dès la semaine prochaine sur Instagram pour notre point Covid mensuel, comme je vous le disais. Et très certainement que dans les prochaines semaines, on refera des conférences sur d'autres thèmes. Je ne sais pas exactement sur quoi, mais on vous le dira sur notre page Facebook pvtis.net Canada. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.